Bon, chers amis, bon après-midi. Donc, merci à ceux qui nous ont rejoints depuis ce matin d'être là. Donc, le deuxième échange aura lieu autour des thèmes de la post-production, du laboratoire en règle générale, de tout ce qui se passe après le tournage. Et c'est notre ami Audrey de M141 qui l'a organisé, qui a imaginé ça sous forme de, on va dire, de keynotes où chacun des spécialistes d'un métier particulier de la post-prod viendra expliquer sa problématique. Moi, je vais faire une synthèse a priori, hein, c'est que je pense qu'ils doivent avoir la même qui ne change pas depuis plusieurs années, c'est-à-dire que le numérique ensuite, je l'ai souvent dit, mais je le répète, c'est une suite de 0 et de 1, et que le problème, c'est que pour les payeurs, les producteurs, il n'y a que le zéro qui compte. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt ça qui les concerne. Voilà. Et juste, je vais repasser la parole à Audrey. Ça vous évitera de parler d'argent. Et je l'ai dit. Et on va parler plutôt un petit peu de technique et de comment ça se passe depuis 2 ans. Voilà. Tout à fait. Donc, je propose aux différents intervenants de me rejoindre et de venir s'installer ici avec moi, que je ne parle pas toute seule. Donc, comme Angelo vous l'a dit, ceci n'est pas une table ronde. Ceci est une série de keynotes. Donc, nous avons réuni différents intervenants provenant de sociétés de post-production, principalement françaises, mais dont certaines interviennent également à l'international, et qui vont vous exposer les défis auxquels ils ont dû faire face dans les 2 dernières années et aussi les défis auxquels ils se préparent à l'avenir par rapport à l'évolution de nos métiers. Donc, Benoît, je vais déjà te demander de t'installer là-bas puisque tu seras le premier à parler. Alors, euh, je continue ma petite introduction, mais je te laisse t'installer là-bas. Euh, donc, à ceux qui pourraient nous faire la remarque que malheureusement, nous n'avons pas la parité lors de cette table ronde. Euh, la CST a invité différents intervenants, hommes et femmes. Malheureusement, pour des questions d'agenda, nous n'avons pas réussi à avoir d'intervenantes féminines. J'espère que ce n'est que partie remise. Néanmoins, ça prouve aussi que peut-être il n'y a pas suffisamment de femmes en post-production et pas suffisamment de femmes dans des postes à responsabilité en post-production, mais je suis sûre que dans les prochaines années, ça va évoluer. Donc, la post-production est en évolution constante depuis 20 ans. L'arrivée du numérique a dynamité tous nos métiers. La post-production est également dans cette problématique-là. L'évolution continuelle des technologies de prise de vue, de traitement de médias et des modes de diffusion nous oblige à nous remettre chaque jour en question pour proposer toujours le meilleur conseil et les meilleures prestations possibles à nos clients. Les 2 dernières années ont été assez étranges du point de vue de la post-production, car alors qu'en France, au sortir du premier confinement, l'activité a redémarré assez doucement, euh, l'activité en post-prod a repris assez rapidement, voire très rapidement, parce que des post-productions étaient déjà en cours, elles ont été interrompues, il fallait les reprendre, il fallait réalimenter les grilles de chaînes de télé, il fallait aussi proposer des programmes frais aux plateformes pour leurs abonnés. Et du côté du cinéma, les producteurs souhaitaient être prêts dès que possible pour la réouverture des salles, pour le cas où le Festival de Cannes se tiendrait ou au cas où mon projet pourrait être vendu à une plateforme. Et par ailleurs, les tournages ont également repris très vite au sortir du premier confinement, puisqu'il y a eu la mise en place assez rapidement du protocole sanitaire pour les tournages, ce qui a été le cas en France et pas forcément dans tous les pays alentours. Donc en tout cas en France, l'activité a repris très vite et ça ne s'est pas arrêté depuis, puisqu'on a au premier semestre 2021 une activité jamais vue, un nombre de tournages qui s'est lancé absolument incroyable et le nombre le plus élevé depuis plus de 15 ans, puisque je crois qu'on a 136 tournages qui ont débuté au premier semestre, alors qu'il y a 2 ans, la dernière année normale, 2019, c'était de l'ordre de 90 ou 100. Donc, en tout cas, à la reprise, à la suite du confinement, il a fallu proposer à nos clients de nouvelles méthodes de travail
pour pouvoir faire face aux mesures sanitaires, être tous dans de bonnes conditions de sécurité. Donc, il a fallu réinventer un petit peu nos modes de production, quels que soient nos domaines d'activité. Et en dehors de cela, on avait aussi des chantiers qui étaient déjà engagés, notamment par rapport aux, aux problématiques environnementales, aux problèmes énergétiques, à tout ce qui se présente aujourd'hui et qui refait face aujourd'hui. Donc, nous allons commencer la présentation par Eventi, et donc représenté par Benoît Provost. Le groupe Eventi, pour rappel, propose des solutions de post-production image et son, et jusqu'au delivery et tout type de delivery en France et à l'international. Voilà. Donc Benoît en est le délégué général adjoint. Benoît, c'est à toi. Merci beaucoup Audrey. Avant tout, je souhaiterais remercier la CST pour l'invitation, son président, son délégué général et l'ensemble de l'équipe pour la qualité de l'accueil que vous nous avez prouvé. Je vous propose de brièvement vous présenter un état des lieux de ce qu'on considère être dans le secteur de la post-production et ensuite de développer aussi rapidement la transformation qui nous paraît indispensable ainsi que les propositions faites par le groupe Eventi pour notre clientèle. Est-ce qu'on peut projeter ou pas? C'est adorable. Un secteur fragile, effectivement. Vous le savez, depuis maintenant environ 10 ans, on a de grands laboratoires qui ont malheureusement disparu. On constate aussi un tissu d'entreprise très segmenté, des prestataires dédiés plutôt à la post-production cinéma, des prestataires plutôt dédiés à la post-production son et aussi une segmentation par rapport à la télévision et au cinéma. Certains de nos clients ont aussi internalisé un certain nombre de prestations de post-production. Beaucoup d'entre nous, des sociétés de post-production, on a des marges, une rentabilité relativement faible. On a des prix de vente historiquement bas qui restent stables et qui même parfois encore aujourd'hui sont en baisse. Et à l'opposé, on a des coûts de production, des coûts de locaux, etc., qui augmentent. Donc on a une vraie difficulté économique dans notre métier. On a aussi une clientèle qui, elle, voit ses budgets de production et donc sur la partie post-production, souvent revus à la baisse. Et on vient de vivre une pandémie assez désastreuse pour l'exploitation salle et avec un impact qui, effectivement, comme le disait Audrey, a été rattrapé depuis, mais avec des arrêts de tournage relativement nombreux il y a maintenant un peu plus d'un an. Et on a quelques difficultés aussi dans le recrutement de jeunes talents dans nos métiers techniques, dans l'ensemble de la chaîne de la post-production. Et pourtant, il y a des vraies opportunités, des vrais enjeux. Les entreprises du secteur de la post-production sont un maillon essentiel à la création d'œuvres audiovisuelles, cinématographiques et audiovisuelles. Sans post-producteur, l'œuvre ne peut pas se terminer et être livrée à l'ensemble des médias de destination. Il y a une vraie opportunité de marché avec la transposition de la directive SMA, où d'après les chiffres qu'on nous fournit, on estime sur les 2 ans qui viennent un doublement des investissements en termes de production fiction, essentiellement, en tout cas à destination des plateformes, mais aussi parallèlement tous les producteurs locaux, les chaînes de télévision, etc., les producteurs de cinéma maintiennent leur budget d'investissement. Donc on peut estimer assez raisonnablement qu'entre 2022, 2023, 2024,
la quantité de production et donc de post-production va à peu près doubler sur le territoire français, ceci à condition évidemment que toute la chaîne soit en mesure de prendre en charge, donc aussi bien la partie développement, création, scénaristique, producteur, tournage, comédien, etc. Et nous, maillon aussi, tout aussi important, on va devoir s'adapter, mais c'est une vraie opportunité. Et on a aussi le constat que pour le cinéma comme pour la télévision, les spectateurs, les téléspectateurs souhaitent un contenu technologique toujours plus innovant avec le Dolby Vision, le Dolby Cinéma, l'Atmos, le Home Atmos, etc. Une transformation nécessaire. Je vais aborder 3 points là-dessus. Ça commence à être le cas, mais il faut que les industries techniques de post-production soient reconnues comme un maillon indispensable à la création cinématographique et audiovisuelle. Ceci auprès de nos clients, avant tout. Certains en ont conscience, d'autres un tout petit peu moins, et ça doit être aussi bien en France qu'à l'international. Il faut qu'on ait une ambition au-delà de nos frontières. Il faut qu'il y ait une vraie reconnaissance auprès de nos institutions, comme le CNC, le ministère de la Culture. C'est pareil, il y a un début, mais il y a encore beaucoup d'efforts à faire et de lobbying à faire pour démontrer l'importance de nos métiers. Et puis aussi auprès des écoles, des organismes de formation, qui sont parfois très orientés métiers de la création, la réalisation, la direction de production, etc. Et parfois relativement peu sur les métiers de mixeurs, d'étalonneurs, de techniciens audiovisuels. Et enfin, évidemment, auprès de l'ensemble des talents qui participent à la chaîne, les chefs opérateurs, les monteurs, les étalonneurs et les mixeurs. On doit aussi retrouver ou construire une relation de confiance avec nos clients. Aujourd'hui, avec l'arrivée des plateformes, on a des workflows techniques qui se complexifient et on doit être force de proposition avec nos clients pour adapter ces workflows, les fixer en amont du projet, ce qui va permettre à la fois d'avoir le prix le plus juste, mais aussi un résultat qui corresponde aux exigences, au scope of work, comme on dit, des nouveaux entrants. On doit aussi très probablement constituer une charte de bonnes pratiques avec nos clients. Aujourd'hui, les entreprises de post-production souffrent parfois d'une difficulté dans la planification. Beaucoup de nos clients, par exemple, par précaution, vont planifier le même mixage, le même étalonnage, le même bruidage dans 3 laboratoires différents, à 3 dates différentes, et les annuleront parfois au dernier moment, où on se retrouve avec des plannings de post-synchro qui sont prévus sur 5 jours, et finalement ils sont annulés ou ils passent un jour. Et comme je vous le disais précédemment, nos métiers sont fragiles économiquement et reposent énormément sur les taux de remplissage de nos studios et de nos équipements. Et avoir une relation de confiance avec nos clients, avoir des conditions de réservation, va nous permettre à eux comme à nous de travailler plus sereinement, probablement avec des prix plus justes que ce qu'on peut proposer aujourd'hui. Et aussi, clairement, au regard des évolutions technologiques, la 4K, le HDR, l'Atmos, etc., industrie technique, on se doit d'investir de manière relativement massive, relativement importante et assez régulièrement. Et on doit convaincre aussi nos clients qu'on doit parfois adapter nos prix par rapport à la prestation proposée et qu'à force de vouloir baisser les prix, eh bien, on va baisser la qualité, ce qui est totalement impossible par rapport aux exigences d'aujourd'hui, voire avoir des entreprises du tissu économique fermées. Et au regard de l'opportunité par rapport à l'obligation des plateformes d'investir 25% de leurs revenus en France dans la post-production, ça nous paraît essentiel d'investir assez massivement, à la fois dans des workflows dimensionnés avec ce doublement estimé de la post-production à venir. Un autre point indispensable, c'est la formation, c'est-à-dire qu'on fera tourner ces équipements, ces machines, ces espaces, qu'à partir du moment où on a des personnes formées, et là il y a un vrai sujet
de formation des talents de demain. Et on doit aussi investir pour équiper l'ensemble de nos chaînes de workflow avec les nouvelles technologies, comme pouvoir monter en Home Atmos, mixer en Atmos, pouvoir étalonner en Dolby Vision et voire même en Dolby Cinema. Le projet d'Ivanti repose sur 4 points. L'importance d'avoir un guichet unique, c'est-à-dire que notre offre doit être accessible à tout type de création, que ce soit du long métrage, que ce soit du court métrage, que ce soit de la fiction télé, etc. On doit avoir une offre commune. Et d'ailleurs, de toute façon, on voit une convergence des outils et des talents vers une offre commune, quel que soit le type de programme. Pour tout type de médias de destination, aussi bien pour le cinéma, la télé, les plateformes, etc. Et pour tout type de projet, comme je le disais, du long métrage au court métrage, en passant par une production internationale. Notre projet, j'y reviendrai après, soutenu par le CNC, c'est d'améliorer notre offre technologique pour qu'elle soit la plus complète possible, avec le traitement des roches photochimiques qui sont aujourd'hui possibles sur notre site à Joinville avec l'ex-laboratoire GTC, pour ceux qui le connaissent, et puis toute l'offre de traitement des roches numériques. Travailler, et là ça rebondit sur tout ce qu'on a pu apprendre ces 2 dernières années sur tous les outils collaboratifs pour échanger avec le tournage, mais aussi éventuellement avec des talents qui ne sont pas dans nos frontières. Tout ce qui est montage image et son, aussi upgrader l'ensemble de nos outils d'étalonnage vers des consoles Baselight et au-delà de la console Baselight, tous les workflows qui accompagnent ces workflows-là, du traitement des rushs, en passant par la conformation jusqu'à l'étalonnage et au livrable. Ce projet de construire dans nos locaux de Boulogne, les anciens locaux de Technicolor, une salle d'étalonnage et de visionnage Dolby Cinema, c'est-à-dire avec un système de double projection laser qui permet d'avoir, on va dire, du HDR cinéma, qui est aujourd'hui le seul, on va dire, à peu près normé, qui est le Dolby Cinema. Tout ça équipé avec aussi en son d'Atmos Cinéma. Être en capacité de faire tous les livrables, DCP, IMF, etc. Et de surtout pas oublier la contractualisation et avoir des offres intéressantes pour stocker patrimonialement les masters originaux et avoir une offre pérenne de conservation, mais aussi les assets d'exploitation pour exploiter le film vers les différents médias et vers les différents pays de destination. Un environnement de travail adapté, il nous paraît aussi indispensable dans nos locaux, en particulier à Bastille, de les rénover pour qu'ils soient plus conviviaux, plus adaptés aux besoins des talents français et aussi des talents internationaux. Si on veut avoir une envergure internationale, on doit se rapprocher de ce qui se fait à Londres ou à Los Angeles en termes d'accueil, en termes d'espace de convivialité, etc. L'importance toujours essentielle de la sécurité avec une certification de nos sites de post-production et de livrables par l'organisme TPN. Et presque le plus important, un engagement social, parce que tout ça, ça ne marchera qu'avec des hommes et des femmes. Et on croit à voilà, je ne vais pas y arriver celui-là. Internalisation des compétences clés, des étalonneurs, des mixeurs, un petit peu aussi sur le modèle que font les Américains. Développer l'alternance et l'apprentissage, être partenaire avec des organismes de formation et, un autre point important, créer une académie de formation pour les métiers de la photochimie. C'est un savoir-faire qu'on doit rendre pérenne. Nos salariés aujourd'hui commencent à être âgés. On doit trouver des jeunes, on doit les former. Il n'y a pas vraiment d'école. Savoir développer, savoir tirer, savoir préparer des rushs 35 mm. Il y a vraiment un savoir-faire qu'il ne faut pas qu'on perde et une académie de formation nous paraît essentielle. Pour mener à bien tout ça, nous avions répondu à l'appel à projet choc de modernisation
proposé par le CNC et Ivanti a été sélectionné comme seul prestataire dans le secteur de la post-production. Et cette labellisation nous paraît être un signal fort et encourageant, en reconnaissant justement que le secteur de la post-production est un maillon indispensable à la création audiovisuelle et cinématographique, en complément des autres projets qui ont été labellisés, comme des studios de tournage, comme des laboratoires d'effets spéciaux, ou aussi comme des studios de création d'animation. En considérant que le projet d'Ivanti répond en tout cas aux enjeux économiques, techniques et sociaux d'aujourd'hui et demain, et effectivement en nous aidant à financer ce que je vous ai dit auparavant, avec un objectif de devenir un leader, au-delà de français, un leader européen dans le domaine de la post-production. Cette transformation, on ne la fera pas seul, on la fera tous ensemble, et on se doit de fédérer l'ensemble des acteurs, les producteurs, les talents, les techniciens, et finalement l'ensemble des industries techniques qui participent au tournage, etc., de manière à ce qu'il y ait de l'efficacité. Et pour terminer, ma chère Audrey, je résume en 3 phrases. Promouvoir et pérenniser le savoir-faire des industries techniques en France et à l'international, répondre présent au challenge que représente l'apport massif des productions des plateformes et convaincre de la valeur qu'apportent nos industries techniques à la création audiovisuelle en étant un tiers de confiance. Voilà, merci. Merci Benoît. On va savoir s'il y a des questions pour Ivanti. Oui. Oui. Alors, non, on n'a pas ce type d'études-là, mais effectivement, aux États-Unis et à Londres, on a des tarifs de vente pour des prestations similaires qui sont bien supérieurs à ce qu'on trouve sur le territoire français. Et ça va au-delà de la post-production. Aujourd'hui, même dans l'exploitation de catalogue, en France, livrer un ProRes à une chaîne de télévision, c'est 40, 50, 60 euros. En Angleterre, livrer un ProRes à une chaîne de télévision qui existe, c'est 600, 400, 600 livres. On a des ratios de 1 pour 10 sur certaines prestations. Et sur la post-production, de ce qu'on a pu voir en particulier à Londres, je connais moins les États-Unis, il y a un vrai service client. Il y a quelque chose, en tout cas, qu'à Ivanti n'est pas au niveau. Mais par contre, il y a une valorisation de la prestation qui est bien supérieure à ce que nos clients sont en capacité d'accepter en France. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions pour Benoît, on va passer à l'intervenant suivant qui est Didier Huc. Didier, c'est à toi, je t'en prie. Prends le fauteuil. Donc Didier Huc est vice-président de Technicolor. Technicolor est une entreprise qui fait de la post-production image, des effets visuels et de l'animation. Vers le public. Donc, moi, je vais revenir un peu sur la résilience et un peu la feuille de route. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de ces 2 dernières années, puis donner un petit éclairage à la fois technique, mais surtout aussi comment on fait pour gérer des talents dans une crise comme ça, à distance et à travers le monde. Alors, pour commencer, je vais commencer avec un peu de technique. Au moment du confinement, qui est venu en France comme il est venu dans la plupart des pays occidentaux. En Inde, peut-être un tout petit peu plus tôt, mais tout est à peu près, tout est à peu près survenu à peu près au même moment. Donc la première chose, ça a été de trouver une solution à très court terme, mais à très très court terme, c'est-à-dire en 3 jours, pour continuer à travailler dans le domaine des effets visuels, dans le domaine de l'animation, où il n'y avait pas d'interruption. Autant les effets visuels, il faut quand même qu'il y ait du tournage. Dans l'animation, les projets étaient en cours, il fallait les continuer.
et terminer les projets les projets de post-production pour ceux effectivement, qui voulaient aller à Cannes, hein. Encore, on y croyait encore à ce moment-là. Donc, en disant, il y a quand même une fenêtre, où ça sera peut-être la fenêtre de juillet, mais en tout cas, il y avait une fenêtre, et de la pub. Donc, la première solution immédiate qu'on a développée en France et qu'on a déployée partout dans le monde, dans le groupe, hein, là, on a fait preuve d'inventivité à la française, ça a été de passer directement en VPN plus nos machines pour le faire de suite, absolument de suite, avec bon, en passant par notre VPN déjà établi, plus sur les machines, et donc pour entrer en production très rapidement. Et ça a fonctionné. On a déployé ça rapidement en France, hein. Je pense qu'on avait pris la décision le vendredi, le mardi, mercredi suivant, ça tournait, parce que tout le monde était reparti, contacté. Et donc, c'est là où commence à intervenir le sujet humain, parce que formé, parce que expliqué, parce que tout ça à distance, c'est un petit peu compliqué. Et derrière, on a fait suivre ça à peu près partout dans le monde où on avait de la bande passante. Parce qu'effectivement, il y a des pays où c'est peut-être plus compliqué, où les réseaux étaient plus encombrés. Voilà. Cette première solution a donné satisfaction pour une bonne partie, mais tant qu'il n'y avait pas besoin de trop d'interactivité. Et on a développé une deuxième solution basée sur le Teradici, dès lors qu'on avait besoin de plus d'interactivité, compte tenu des contraintes, comme tout le monde, de bande passante, et compte tenu d'avoir un peu plus, dirons-nous, de sécurité. Et donc cette solution, on l'a déployée pour à peu près un bon 20% quand même, parce qu'elle est plus coûteuse, parce qu'il faut faire l'investissement, parce que tout le monde n'a pas nécessairement besoin de cela pour fonctionner. Donc, bon. Et puis, bon, et ensuite, tout ça, ça s'appuie quand même sur la machine du talent chez lui. Et donc, on imagine effectivement une troisième étape où on remplace la machine de l'artiste chez lui par une machine que l'on met à disposition pour avoir plus de sécurité, pour découpler plus par rapport au réseau, enfin par rapport au réseau domestique. Et toujours, et là par contre, c'est sur nos clients. Donc, trois étapes progressives qu'on a déployées au fur et à mesure, hein, et au fil des confinements, qui ne résout pas tout, loin de là. Mais on l'a appliqué dans l'animation, on l'a appliqué dans les effets visuels, on l'a un peu appliqué dans la post-production, quoique c'était quand même plus compliqué, parce qu'il y a quality check, c'est pas possible. Enfin, il y a un certain nombre d'étapes qui ne sont pas possibles, Par contre, on a dû assurer des rotations de personnel, de talent sur site, dès lors qu'on était plutôt dans le finishing, dans l'étalonnage, où on voulait absolument assurer des qualités constantes et uniformes entre les différents tableaux. Donc, cette approche technique, elle était assez itérative. Donc, on a réussi quand même à la déployer à grande échelle. Il y a des pays, quand on parle de l'Inde, c'est quand même c'est plus compliqué, parce que la bande passante, même avec ça, elle n'est pas toujours là. Enfin, en tout cas, les talents chez eux, ils n'ont pas nécessairement une grosse bande passante. Et puis même avec les encombrements, c'est assez vite saturé. Donc, ça n'empêche pas que des fois, on en revient à des méthodes qui sont plutôt lunchbox, c'est-à-dire on délivre un disque dur, on le récupère le soir, etc. Donc, plutôt artisanal, mais ça permet de continuer. Alors, la technique, une fois qu'on a trouvé les moyens techniques pour faire, finalement, c'est le facteur humain qui a été dominant. D'une part, les vagues de confinement n'étaient pas au même moment partout dans le monde. Donc le confinement, comme on l'a rappelé en France, elle a été assez sévère pendant 1 mois et demi. Puis après, on a recommencé à tourner et tout le monde est revenu. Partiellement, enfin tout le monde a pu revenir quand même un peu plus facilement. Et donc, dans d'autres pays, les confinements sont restés quand même beaucoup plus sévères. Si on prend par exemple l'exemple aujourd'hui du Canada, certes, les gens reviennent, mais enfin, vous ne trouvez pas beaucoup de monde dans les rues quand même, hein, et dans les restaurants, etc. Enfin, c'est quand même assez limité. Donc, donc la solution,
qu'on a vécu en France, finalement, en termes de travail à distance, c'est en fait une version un peu light de ce qui se passe dans plein d'autres pays. Et donc, le facteur humain dans ce cadre-là, c'est comment maintenir le contact avec les talents dans des périodes de longue durée. Parce que bon, la technique, c'est bien, mais voilà. Comment on fait pour s'assurer de leur morale? Comment on fait pour former les managers pour qu'ils puissent détecter les problèmes en amont par un travail quotidien? Donc, gros travail de. C'est pas le même type de formation que qui a été développé avant, mais on a formé nos gestionnaires à développer leurs relations, leurs compétences relationnelles pour pouvoir gérer un peu les choses à distance. Comment on peut, comment on s'assure quand on est en phase de recrutement ou quand les gens partent qu'ils puissent, qu'ils adoptent la culture, qu'ils connaissent comment fonctionne l'entreprise, etc. Donc, en fait, la technique, on pensait avoir résolu beaucoup de choses avec les techniques. On s'attendait pas, comme beaucoup, on s'attendait pas à ce que ça dure aussi longtemps. On pensait qu'on en avait 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis après, ce serait. On verrait. Enfin, on rentrerait dans notre cycle, mais c'est pas le cas. Ça fonctionne par vague et ça dure. Nous ne sommes pas maîtres, de notre de la présence ou du taux de présence, de la capacité à faire venir massivement nos talents dans nos locaux en raison des différentes politiques nationales et surtout, je veux dire, avec un côté parfois très, très, très imprévisible. Donc, ça nous a amené à repenser vraiment comme l'organisation en matière de management à distance. Alors, ça ouvre d'autres perspectives, évidemment. Ça ouvre d'autres perspectives parce qu'à partir du moment où on commence à savoir comment gérer à distance, ben, faut-il avoir un studio dans les murs? Oui, non. Comment faire pour capter les talents sur des territoires qui sont plus vastes? Il y a certaines étapes qui sont, et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a certaines étapes qui sont assez faciles techniquement à faire, et d'autres qui sont assez compliquées à faire, et qu'il vaut mieux avoir les gens sur place, quoi qu'il arrive, ou par petits groupes. Dernier, dernier volet effectivement de la gestion humaine, c'est la gestion du client à distance, pas uniquement technique, mais humainement. Comment on fait pour qu'il puisse voir et suivre les travaux dans de bonnes conditions, ça ok. Comment on fait pour pouvoir interagir avec lui, comment on fait pour pouvoir faire un peu de créativité aussi avec lui. Et pareil aussi, quand on est à des étapes très créatives, on s'est aperçu que technique ou pas technique, enfin la technique ne résolvait absolument pas le sujet. Il fallait quand même à un moment avoir les gens quasiment en présence, pouvoir interagir un peu directement pour que ça marche. Donc une évolution. On a montré effectivement enfin notre industrie, elle a montré une grande résilience parce que de toute façon, comme mentionné au début, l'animation a continué à fond la caisse. Les travaux d'effets visuels en France sont pas tellement, sont un peu réduits, mais sont pas tellement arrêtés. Dans d'autres pays, ça a été beaucoup plus marqué. Et donc, encore une fois, je veux dire, il a fallu, il y a à la fois des projets qui sont arrêtés, mais il a fallu récupérer les gens après, une fois que ça redémarre, et comment on les remet dans la boucle, comment on les recrute, tout ça à distance. Bon, c'est pas évident. Et avec le troisième domaine d'activité qui est quand même plus loin, un peu plus éloigné, qui est la publicité, qui a fonctionné par effet de cycle, des effets de cycle assez brutaux, dans la mesure où d'un coup tout le monde voulait tout faire en même temps. Donc, problème un peu d'encombrement, problème de saturation de moyens, problème de saturation d'équipe. Donc, et là, et problème effectivement de recrutement ou de disponibilité des gens. Donc on s'aperçoit aujourd'hui, on ne sait pas très bien, on voit que dans les mois ou dans les semaines qui viennent, hein, il va falloir à nouveau prendre un certain nombre de précautions en France, sachant qu'ailleurs, ça ne s'est pas arrêté. Je pense que cette vague vraiment va nous ouvrir un peu
la voie pour aborder dans de meilleures conditions comment croître et comment, comme je disais tout à l'heure, comment croître hors les murs euh, pour un certain nombre d'activités, comment gérer une croissance hors les murs, comment former nos personnels pour assurer cette croissance hors les murs, comment aussi permettre aussi à des talents qui n'ont pas du tout envie de venir dans les grandes métropoles, comment on fait pour les recruter et pour pouvoir et pour qu'elles puissent contribuer à nos travaux. Donc il y a un enjeu à la fois de croissance, d'assurer les recrutements nécessaires à cette croissance. Et aussi, il y a un enjeu aussi d'équilibre des territoires qui est plus large, hein, qui nous dépasse un petit peu, mais qui est aussi important pour assurer une certaine cohésion. Donc, dernier volet sur le facteur humain, on s'est aperçu qu'en fonction des pays ou des zones, nos talents, ils voulaient revenir ou ils préféraient rester à distance. C'est très, très marqué. Par pays ou par grande métropole, c'est très marqué. C'est soit à Paris, les gens ont envie de revenir. À Londres, ils ont moins envie de revenir. À Montréal, ça dépend s'il fait beau ou s'il y a de la neige. Voilà. À Los Angeles, bon, c'est un peu compliqué. En Inde, c'est assez réticent. Enfin, mais c'est très marqué, c'est très très contrasté. Ouais, c'est très contrasté. Donc le- alors on s'est aussi interrogé pourquoi? Est-ce que c'est les transports en commun? Est-ce que c'est la nature de la taille des logements et les conditions pour pouvoir télétravailler qui poussent dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que finalement c'est une gestion différenciée des plages horaires pour bosser de manière décalée ou pas qui est plus facile par rapport au bureau? Donc on n'a pas de réponse, on n'a pas de réponse là-dessus, mais ce qui est très frappant, c'est le caractère marqué en fonction des pays. Peut-être culturel hein, aussi, mais bon, enfin, en tout cas, ça nous interpelle, ce qui pose aussi d'autres soucis en termes pour gérer. En fait, on peut aussi s'apercevoir que le déploiement de solutions techniques n'a pas nécessairement besoin d'être homogène en fonction de l'appétence des talents par pays et par zone. Donc voilà un peu en résumé une vision un peu de résilience avec les perspectives, avec des perspectives d'ouverture sur le futur en termes d'organisation du travail. Merci beaucoup Didier. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi justement j'ai une question. Est-ce que vous avez commencé à faire des enquêtes auprès des salariés pour voir un petit peu, pour essayer d'unifier en fait pays par pays peut-être les... Enfin, tout au long de la pandémie, on a fait des enquêtes déjà pour mesurer leur morale. Mhm. C'était notre grande crainte que les gens. Parce qu'en plus, dans une parmi nos employés, l'animation et les effets visuels, ce sont des populations qui sont très internationales. Donc, il y en a un certain nombre qui, pendant les confinements, se retrouvent hors de leur pays et sans nécessairement pouvoir revenir dans leur pays et qu'on met en télétravail. Donc la question de la gestion et de maintenir le contact en termes humains est fondamentale parce qu'on ne veut pas avoir effectivement pouvoir détecter si jamais il y a le moins de problèmes. Le moins de problèmes. Donc là, les enquêtes, on en a fait plusieurs très régulièrement pour s'assurer, pour savoir comment les gens vont, pour pousser les managers à appeler, pour voir, pas uniquement à travers un email, à travers une courte visio d'interaction sur ce qu'il y a à faire, mais pour pouvoir discuter. D'où le problème de la formation des managers qui est fondamental dans ce cadre-là. Donc, oui, enfin, on a fait des enquêtes, on a encore fait une enquête mondiale d'engagement. Savoir, on ne sait pas pourquoi, mais on voit que les appétences sont sont différenciées par pays. Donc, et pour la suite, effectivement, ça reflète. Il y en a dans certains pays qui disent on voudrait pouvoir continuer à télétravailler. D'autres qui disent non, non, on veut absolument revenir. Non. Mais les raisons fondamentales, on en est aux supputations et aux hypothèses et aux hypothèses de conditions, enfin de conditions ou d'espace de logement pour télétravailler à un ou plusieurs. Parce que ça peut. Les logements français sont plus petits, donc
Si on est à deux à télétravailler, ça peut vite devenir un peu compliqué. Ça peut pousser, effectivement, ça peut induire un comportement à vouloir revenir à tout prix. Contrairement, par exemple, au Canada où les habitations sont généralement assez larges, mais loin. Donc on n'a pas envie de prendre des transports en commun l'hiver, machin. Bon, en tout cas, il est possible que vous pérennisiez en fonction des territoires certaines choses que vous avez été obligé d'expérimenter. Oui, 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 enfin, on peut être amené à pérenniser partiellement, pas en totalité, c'est parce que ça marche pas. Enfin, la totalité ne marche pas. On a besoin quand même de contacts sociaux. Donc, je me rappelle pendant le confinement, bon, on avait des productions, on a eu des productions sur lesquelles les producteurs ne voulaient pas que le contenu sorte. Donc, bon, là, je dirais, donc un certain nombre de talents étaient forcés de venir travailler sur site avec le respect des conditions sanitaires, etc. Et on s'est aperçu que d'autres départements étaient un peu jaloux de ça, en disant mais pourquoi eux et pas nous? On veut revenir. Bon. Et donc il y en a un certain nombre on avait une politique de déclaration avant pour que les gens se déclarent avant qu'ils viennent sur le site pour pouvoir gérer les jauges. Bon, et très rapidement, effectivement, il y en a certains qui se sont passés outre l'autorisation et qui venaient comme ça. Il a fallu les renvoyer chez eux. Ce qui n'est pas facile. Ce qui n'est pas facile. Donc voilà. Autre sujet, c'est quand ils reviennent, mais tout le monde a eu le même problème, c'est le problème des repas. Donc la rouverture des restaurants a été un grand soulagement juridique de ce point de vue-là. Et donc pareil, bah, c'est humain, les gens disent, bah, j'ai envie de manger avec mes potes. Ah oui, d'accord. Enfin bon, tu manges tes potes avec distance, hein. Donc, non, parce que je veux dire, enfin, c'est dans les locaux, c'est nous qui avons la responsabilité. Je veux dire, l'administration, lorsqu'elle a défini ses règles, plein de choses auxquelles elle n'a pas pensé, mais en tout cas, effectivement, dans nos industries où les gens apportent souvent leur déjeuner, mangent un peu ensemble et pour discuter, bah, c'est justement à ce moment-là où on a tous les risques. D'où le fait de pouvoir, dirons-nous, et ça c'est quel que soit le pays, d'avoir une police un peu efficace en interne pour limiter les risques. Parce que qui dit cas contact dit problème sur la production après. Et c'est pas uniquement un problème sanitaire. Enfin, un problème sanitaire pour nos talents, un problème juridique et de production pour nous. Et autre question concernant la communication, notamment la communication au sein de l'équipe. J'imagine que vous avez des logiciels de suivi pour voir les états des plans, que ce soit en VFX ou en animation. Et là, vous avez utilisé les mêmes logiciels, vous avez utilisé certaines fonctions supplémentaires puisque quand on se parle pas, quand on n'a pas un superviseur qui vient régulièrement taper sur l'épaule, dire tu en es où, t'as pas de problème. Comment on fait pour fluidifier la discussion, les échanges sur les allers-retours les retakes sur du Bah, VFX justement, ou de... c'est bien là, c'est bien là où on perd là aussi, c'est bien là où on perd un peu en productivité parce qu'une boucle de rétroaction prend beaucoup, 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 beaucoup plus de temps, quoi. Donc nous, en termes d'outils supplémentaires, non, Est-ce que j'ai pas. vous avez peut-être déjà en interne Ouais, des systèmes on a- on de avait déjà réseaux des sociaux systèmes, ouais. internes ou Oui, de choses comme ça on avait des réseaux sociaux Oui. internes. Moi, je veux dire, donc c'est pour ça qu'on n'a rien utilisé, mais c'est surtout, on s'est aperçu que la même tâche prenait quand même un tantinet plus de temps. Donc, avec un risque induit, un risque juridique, hein, on va me dire, je parle beaucoup juridique et ressources humaines, mais un risque induit, c'est que le talent passe beaucoup plus de temps chez lui pour faire la même tâche et qu'il y ait un contrôle. Donc, enfin, je veux dire, il faut quand même limiter le respect, balance vie personnelle, vie professionnelle. Il faut aussi s'en assurer un petit peu. Et on s'aperçoit qu'un certain nombre de tâches prennent plus de temps. Donc, ça, c'est pas les sujets, ils sont pas évidents. Un autre sujet aussi qu'on a eu à affronter, c'est bah, où sont les talents? Enfin, quand ils sont chez eux. Mais chez eux, c'est où? C'est en France, c'est dans l'espace européen, étant donné qu'on a une population internationale, c'est au-delà. C'est quoi le régime de la propriété intellectuelle? Ils sont. C'est quoi le régime des taxes sociales? C'est quoi? Enfin, donc petit à petit, on s'est aperçu que
Il faut encadrer les choses en disant bah non, 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 tu peux pas. Oui, on comprend que tu as envie de travailler là, mais non, tu peux pas. Donc, c'est quoi aussi, à partir de là, étant donné qu'on est quand même dans des activités soumises à crédit d'impôt, il faut quand même qu'ils soient sur le territoire, je veux dire, enfin, qu'ils payent les charges en France. Enfin, je veux dire, sinon, il y a un tout petit sujet. Donc, on s'est aperçu qu'il fallait contrôler aussi là où ils sont, physiquement. Ce qui était pas toujours très aisé, bah, l'acceptation n'était pas toujours la plus aisée. Ils disaient, mais pourquoi? Je veux dire, c'est fliqué. Bah non, non, on flique pas. Non, c'est un petit nombre de précautions à prendre pour éviter les ennuis après, quoi. Pour tout le monde d'ailleurs. Donc oui, enfin, mais les outils sociaux, enfin les messageries internes, les vidéos, ça, on les avait déjà en place avant. Donc pour nous, c'est pas ça qui a. Et les outils de travail à distance à travers le VPN, c'était quelque chose auquel on pensait déjà. Donc je veux dire, c'est pour ça que ça allait très 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 vite. Et la France était un petit peu pilote là-dessus. Donc, enfin dans le groupe, d'où le fait qu'on a pu, on est passé de l'échelle pilote-pilote à l'échelle déploiement immédiat, quoi, très rapide. Merci Didier. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer aux intervenants suivants. Donc, j'appelle l'équipe de Polisson, s'il vous plaît. C'est Charles Bussienne et Kevin Straliati. Charles est responsable technique son et Kevin est responsable technique image chez Polisson. Polisson qui a longtemps fait de la post-prod son et qui, depuis plusieurs années, fait de la post-prod image, ce qui leur permet d'offrir une solution complète aux clients. Merci Audrey, merci à la CST de nous permettre de témoigner. On va pouvoir afficher le premier slide. Voilà, merci beaucoup. Donc au risque d'être un tout petit peu répétitif, mais pour remettre les choses dans leur contexte, on intervient donc en grande majorité sur des longs métrages et des séries de cinéastes. En mars 2020, Polisson Post-Production a donc eu à faire face, comme tout le monde, à quelque chose d'inédit, une pandémie mondiale, pas de matériel de protection, une inconnue quant à la durée de la crise, la fermeture des frontières, etc., etc. On a donc été contraint de fermer le site et n'avions aucune information quant au retour à l'activité dans ce nouveau contexte. La réouverture en mai 2020 s'est faite de manière progressive et incertaine. La demande est néanmoins restée très forte. Nous avons assisté à l'explosion des demandes de contenu des plateformes, mais aussi à une activité cinématographique élevée, comme le disait Audrey tout à l'heure. Les conditions de reprise particulières nous ont conduit à développer des solutions techniques afin d'assurer la continuité de l'activité. Et nous allons vous en présenter une partie que nous avons pu mettre en place sur différents projets. Nous allons donc vous parler de stations de post-production polyvalentes, d'étalonnage à distance, de solutions de streaming, de solutions dites de preview, d'enregistrement audio à distance et de mixage à distance. Je laisse la parole à Kevin. Oui, donc d'abord, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais effectivement, il est possible aujourd'hui, technologiquement, d'avoir un cœur de station commun à plusieurs étapes de la post-production. Donc on est tout à fait capable de faire une station qui va avoir un noyau ordinateur plus interface vidéo, etc., commun à l'étalonnage, au montage image, au montage son, et d'adapter ensuite quelques matériels annexes pour préciser le domaine technique. À ça, on peut adjoindre, nous, un serveur d'échange pour échanger des données entre les divers prestataires. Mais quid de la collaboration à distance, finalement, de l'interaction entre les gens pendant leur travail. Donc, une des réponses, c'est l'étalonnage à distance. Donc ça correspond très bien, finalement, à un étalonnage qui aurait lieu pour un projet étranger ou qui n'a pas pu être fait in situ au moment de la crise. On a besoin de deux salles, finalement, d'étalonnage, ou une salle d'étalonnage et une salle de vision, qui possèdent toutes les deux un logiciel d'étalonnage, une copie des rushs originaux, en tout cas des rushs utiles dans la salle qui servira à la vision, et d'une liaison Internet pour pouvoir piloter le logiciel à distance. Donc typiquement l'étalonneur ou l'étalonneuse étalonne et a un système peut-être de communication type Skype, etc., pour pouvoir interagir humainement avec la salle de vision. Et toutes les informations sont passées d'une machine d'étalonnage à l'autre machine qui va appliquer exactement les mêmes corrections à distance. À noter qu'il y a le système
équivalent qui existe sur Pro Tools, qu'on a essayé, et qui ne fonctionne pas du tout. Voilà. Le streaming, donc là on est purement sur la sortie vidéo et ou audio d'un signal en temps réel d'un lieu A vers un lieu B. On a deux manières de le faire essentiellement, soit un boîtier dédié en émission et en réception qui sert à récupérer le signal, à le crypter, à le diffuser vers une autre boîte de réception qui devra avoir la même nature pour pouvoir décrypter le signal, ou certains logiciels qui permettent directement de streamer en logiciel par le biais d'un plugin ou autre le flux vidéo, de l'envoyer à une boîte de réception qui peut même être une boîte grand public, sans citer de marque, voilà, qui permet d'être crypté aussi par mot de passe, etc. Concernant la preview, là on est plus sur quelque chose qui concerne directement les plateformes. Un certain nombre de plateformes le proposent, c'est de pouvoir envoyer directement un fichier sur leur serveur de réception et le diffuser via leur application. Donc typiquement un IMF Dolby Vision ou un ProRes avec des métadonnées de Dolby Vision qui serait envoyé directement sur la plateforme, encodé par la plateforme dans divers formats et visible sur l'application de la plateforme. Ça a deux avantages à mon sens. Le premier, c'est de permettre effectivement de voir à distance les choses, mais aussi au talent ou à la personne qui a par exemple étalonné, d'aller faire un contrôle sur des outils divers en utilisant le serveur de la plateforme. Ouais, donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le talent est chez lui, se connecte à l'application de la plateforme, qu'on ne citera pas, et du coup peut regarder dans les conditions définitives le média, le contenu créé. C'est ça. Ensuite au son, eh bien, en fait, sur le preview, on va pouvoir faire exactement la même chose en venant mettre une supplémentaire IMF pour la partie mixage. Donc produire dans le lieu de post-production un mixage qui va être stéréo, 5.1, 7.1 et éventuellement Atmos, probablement un jour. Envoyer du coup au labo ce mix, venir l'additionner finalement à ce qui avait déjà été déposé sur la plateforme, et de la même façon le talent va pouvoir visualiser, écouter le contenu dans les conditions dites near field, de salon, en tout cas domestiques, telles qu'elles vont être diffusées. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que finalement on vient adjoindre des données à des choses existantes et qu'on peut imaginer comme ça une sorte de superposition où on va apporter des rectifications sonores. Des correctifs. Ouais, des rectifications sonores, on va les mettre à jour au fur et à mesure, images qu'on va ajouter au fur et à mesure, etc. Et pouvoir aller mettre à jour le contenu. Ensuite, l'enregistrement à distance, et ben, c'est assez simple. En fait, c'est essentiellement via ce logiciel, ce plugin qu'on fonctionne. C'est donc un plugin qui va s'insérer directement dans une session Pro Tools, dans deux sessions Pro Tools, une qui va être localisée, là où la personne, le comédien ou la comédienne va enregistrer, et la même chose va être faite en face, à distance, dans la salle de montage ou l'auditorium dans lequel le réalisateur ou la réalisatrice va diriger finalement le comédien ou la comédienne. Ce qui se passe, c'est que du coup, on a un flux audio qui va transiter dans un sens et ensuite un signal de transport qui va permettre de synchroniser les deux sessions. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir l'entièreté d'une session de montage dans un cas, exactement son image dans l'autre, un système de transport maître-esclave et un signal audio, évidemment capté par un micro, et qui va venir s'insérer là-dedans. On va donc tout de suite pouvoir être capable de voir ce que donne concrètement l'enregistrement d'une post-synchronisation au sein d'une session de montage. Et ça, vraiment de façon, je dirais, symétrique des deux côtés. Ensuite, nous avons la version plus légère que nous avons expérimentée, qui permet donc de faire exactement la même chose, ce coup-ci d'envoyer, de diffuser un signal stéréo qui va passer soit par le logiciel dédié, soit par des solutions beaucoup plus grand public, et qui va donc parvenir à l'ordinateur personnel du réalisateur ou de la réalisatrice. Évidemment, on voit tout de suite les limites que ça peut engendrer.
quelles sont les conditions de visualisation et d'écoute de cette personne. Et ensuite, nous passons au mixage à distance. Là, le système est à peu près équivalent. Dans ce cas-ci, en fait, sur le lieu de production de mixage, on va streamer directement un signal 5 points ou 7 points sur le lieu de post-production distant, le lieu d'écoute, avec un système de synchronisation, ce qui permet d'avoir les images de chaque côté et qui sont synchronisées. Donc on n'envoie que le flux audio et le système de synchronisation permet de lire l'image finalement de façon synchrone des deux côtés. Enfin. Oui, alors pour le retour d'expérience, il faut bien noter que finalement, toutes ces solutions qu'on a pu expérimenter, qui existaient déjà, mais qu'on a vraiment généralisées pendant la crise, nous ont permis surtout de continuer l'activité. Pour le reste, le bilan est vraiment mitigé, mais comme nos collègues en faisaient déjà part tout à l'heure, en fait, les services et conseils pour nous à distance sont vraiment nettement moins précis. On va avoir une relation différente avec nos talents et on va avoir beaucoup plus de mal finalement à répondre à leurs demandes. L'efficacité est vraiment moindre. On va s'échanger des versions, on va devoir passer par Internet, envoyer des fichiers, etc. Et ça, on va perdre en efficacité de toute façon. Ouais, typiquement sur le mode de validation preview, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, une version va être faite, proposée, il va y avoir des retours, des correctifs vont être appliqués, ils ne vont pas forcément être les bons, on va passer en V2, V3, V4, etc. Et ça peut être très très long finalement, sans qu'il y ait d'accord tacite dans un même lieu pour dire, voilà, on a fini. Là où les rectifications auraient pu être faites in situ finalement. Les conditions d'écoute et de vision difficiles à contrôler. À partir du moment où on met en place 2 lieux de post-production, 2 lieux d'écoute ou 2 lieux de vision, on n'a plus la maîtrise de la manière dont ça va être visualisé, de la calibration des outils, de l'environnement sonore, de l'environnement lumineux, de tout un tas de paramètres pour lesquels finalement nos moyens d'action sont inexistants. Typiquement, lors d'enregistrement de post-synchronisation à distance, on peut avoir un comédien qui s'enregistre chez lui, la fenêtre ouverte, ou ce genre de choses. Et du coup, là, le tributaire des moyens de connexion, toutes les solutions qu'on a présentées, toutes les solutions qu'on a expérimentées, passent par un lien Internet finalement. Et c'est peu de choses, si on y réfléchit. Et surtout, c'est très différent en termes de qualité selon les endroits où on se trouve, et ça peut aussi très bien se couper. Donc on est quand même tributaire d'un moyen technique qui est unique. Ouais. Je crois qu'il y a un projet sur lequel on a travaillé avec la Chine, où la possibilité de se connecter point à point via le net était très, 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 très compliquée. Et on en vient évidemment à la corruption possible des données. Bon, on a quand même normalement des outils qui nous permettent de faire du contrôle de données, mais néanmoins, ça reste une possibilité. Ouais, en fait, c'est difficile de savoir difficile. que ce qu'on envoie est exactement la même chose que ce qui va être reçu en termes de signal à proprement parler. Et la sécurité des données mises à disposition, pareil, pour pouvoir sécuriser ces données, ça nécessite quand même une mise en place assez pointue. Et finalement, c'est des données quand même de contenu qui passent d'un lieu à un autre. Donc pour parler un peu de l'avenir, au vu de ces des différentes contraintes qu'impliquent ces solutions techniques, en fait, nous avons du mal à concevoir l'avenir dans notre secteur en se reposant uniquement sur ces méthodes. En fait, on considère qu'elles constituent des solutions de secours, mais les talents, les techniciens, les metteurs en scène, les producteurs, on le sent, ont besoin fort de se rassembler en fait dans des environnements techniques adaptés à leurs exigences pour travailler. Oui, en fait, le cœur de nos métiers, c'est vraiment, je pense, quand même la collaboration entre les gens, le fait qu'il y ait des décisions de groupe qui vont se faire sur les projets, des décisions importantes. Et finalement, ces outils-là ont permis de répondre aux problèmes que nous avons eu pendant la crise, c'est que d'un seul coup, on a dû couper ces interactions et dû se servir de ces outils. Néanmoins, la collaboration n'est pas la même. On se rend compte que l'humain, la relation humaine a quand même du mal à passer par le réseau. Oui, je pense que aujourd'hui, nous, en tout cas chez nous, on l'observe nettement vis-à-vis du taux d'emplissage. Je n'ai pas le chiffre exact, mais on est largement au niveau de ce qu'on avait connu avant la crise. Voilà, merci. Merci beaucoup, messieurs. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci pour ce rapport.
Première question, à vous entendre, vous n'avez parlé que sur des petits écrans, puisque ce que vous avez montré pour l'étalonnage, vous l'aviez fait comment sur vos salles d'étalonnage ou alors Deux salles d'étalonnage, oui, tout à fait. deux grandes salles de chez vous? Alors, non, pas de chez nous, c'est une salle qui est chez nous, la salle d'étalonnage Ouais, cinéma, typiquement, et une salle qui était à l'étranger, au Vietnam, me semble-t-il, qui était une autre salle d'étalonnage. D'accord, mais c'est pas. Sur projection. D'accord, c'était pas des films qui étaient en tournage en France et qui étaient en post-prod sur la France à l'étalonnage. Non, ça D'accord, ok. pourrait se présenter, le cas pourrait se présenter, mais en l'occurrence, le ou les cas qu'on a eus, c'était sur des pays différents. D'accord, merci. Autre question? Moi, j'ai une question. Je sais que c'est pas forcément votre partie, mais forcément, installer une salle d'étalonnage en France et une salle d'étalonnage ailleurs, enfin, lier deux salles, ça veut dire louer deux salles. Ça veut dire que forcément, ça double les coûts, en tout cas pour des sessions de validation. Est-ce que qu'est-ce qu'ont dit les clients quand vous leur avez présenté ça? C'était forcément nécessaire de finaliser les films, j'imagine. C'est ça, j'allais y venir. De toute façon, il était nécessaire de finir le film. Il était impossible de se déplacer d'un pays à l'autre. Il y a deux solutions. Soit c'est une confiance aveugle dans le talent qui va s'occuper du film, soit c'est de trouver une manière technique de le faire. C'était une des techniques et c'était, à mon sens, la meilleure plutôt que de passer par du streaming qui aurait été sur un écran, etc. Donc, finalement, la contrainte à ce moment-là, pour cet endroit précis, la contrainte financière, à mon avis, devient secondaire. Oui, c'est sûr que finalement, dans les post-synchronisations, ça arrive souvent, puisque quand on emploie des acteurs étrangers qui retournent dans leur pays, souvent on fait les post-synchronisations à distance et on accepte ce coût, c'est rentrer dans les mœurs, parce que ça économise quand même beaucoup d'argent plutôt que de faire venir la personne sur place. Mais il faut quand même... Ça arrive aussi sur des coproductions, donc sur du montage son et du mixage, en fait. Des coproductions qui avaient été engagées bien avant la crise. Et l'équipe de techniciens était, par exemple, au Canada. Le réalisateur était en France. Et impossible d'aller au Canada sans passer par... je crois qu'il y avait au moins un sas de quarantaine. C'était un réalisateur qui avait une vie de famille, qui n'avait pas du tout envie d'aller passer en fait, 2 semaines au Canada pour 2 jours de validation. C'était compliqué pour lui. Voilà. Mais c'est sûr que par rapport aux contraintes financières, on se dit que ce n'est pas forcément des solutions qui ont vocation à perdurer. Ce sont des possibilités supplémentaires qu'on peut proposer aux clients par rapport à une configuration spécifique de projet. Mais financièrement, déjà, dans une situation normale, en tout cas, ce n'est pas forcément... C'est quasiment que des inconvénients, parce que finalement, c'est une contrainte financière et c'est une solution qui est moins intéressante en termes de respect esthétique, de respect technique du dispositif. Donc, voilà, c'est un peu le bilan qu'on voulait vous présenter. C'est-à-dire il faut savoir qu'aujourd'hui, on a ces solutions sous la main, qu'on sait qu'aujourd'hui, on peut avoir une cessation d'activité pour une raison sanitaire, ce qu'on ignorait à l'époque. Et donc, on a ces solutions sous le coude à déployer en secours, finalement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait... Oui. Mais dans une optique de développement de production internationale, où il y a quand même un facteur qui intervient, ce sont les coûts, comme ça a été souligné. Une prestation de poste est nettement plus chère aux États-Unis qu'en France. Le crédit d'impôt n'est pas tout à fait le même. Est-ce que des solutions comme ça ne sont pas quand même envisageables pour essayer de conserver la poste en France sur des productions internationales, alors que l'équipe elle a envie de rentrer chez elle, quoi. Alors le surcoût absolu il est réel, mais compte tenu des crédits d'impôt, compte tenu du différentiel de taux, etc. Est-ce que finalement c'est pas jouable, même si quand on fait l'addition, de prime abord, on se dit pas évident. Parce que je veux dire, comment on va conserver la poste en France sur des productions internationales? C'est vrai on est peut-être nettement moins concerné sur cet aspect-là, mais on a dans notre ADN vraiment, je pense, l'interaction, le fait de pouvoir faire venir les gens in situ, le fait de pouvoir avoir un certain nombre d'étapes de post-production gérées dans un même lieu, nous paraît essentiel. Donc, je ne sais pas si Charles, tu as un peu le même sentiment que moi là-dessus. Mais... Oui, non, moi, je suis tout à fait d'accord. Après, ces solutions, elles ont beaucoup de contraintes. On les connaît. On est quand même capable de les mettre en place dans des conditions techniques, je dirais,
quand même assez bonne. En tout cas, nous, pour le mixage, on s'en est bien sorti. Je crois que sur les talos à distance aussi. Ce qu'on essaie juste de dire, c'est qu'on ne fait pas rentrer un être humain dans un RJ45. Et voilà. Ben, merci beaucoup. Notre prochain intervenant est Davide Pozzi. Davide est le directeur de l'image retrouvée à Paris, qui est une filiale de l'Imaginerie Trovata à Bologne. Et l'Imaginerie Trovata est un spécialiste de la restauration numérique des films et dans plusieurs pays. Merci Audrey, merci pour l'invitation. Je vais a priori m'excuser pour mon français et je vais faire de mon mieux. Donc, pour moi, alors, je vais utiliser mes 20 minutes, disons, en 2 chapitres. Voilà. Et le premier chapitre, c'est l'aventure du plan de continuation de Clair Cinéma, qui est devenu Éclair Classique, et pour lequel je vais vous dire la chronologie, parce que ça semble une blague, mais ce n'est pas du tout une blague. C'est-à-dire que le tribunal de Nanterre a acté le plan de continuation externe pour Éclair Cinéma, qui est devenu Éclair Classique, et qui est donc à la fin de février de 2020. Et on avait, dans l'accord, on avait pensé de déménager les locaux qui étaient à Vanves d'Éclair à la place de Clichy, où est basée l'image retrouvée. Et on a fait le déménagement le 12 mars, alors que la France était confinée le 13 mars. Donc, et on avait un chantier qui était en cours et qui, bien sûr, vous pouvez imaginer comme nous avons pu être, disons, avoir au moins quelques petits problèmes à cause du confinement. Pas seulement parce qu'on ne pouvait pas travailler, mais aussi parce que les chantiers où il y avait des entreprises qui devaient faire le travail, ils ne pouvaient pas travailler ensemble pour les raisons qu'on ne pouvait pas se mêler. Et donc, déjà, les entreprises qui devaient travailler, qui devaient nous livrer le chantier fin mars, certains se sont mis en chômage technique, donc on a dû retarder le chantier, et les autres qui pouvaient travailler ne pouvaient pas être en même temps présents au travail. Et donc, nous avons eu quand même beaucoup de soucis, et finalement, le chantier a pris du retard et on a pu vraiment installer, finir le déménagement, disons, dans le mois de mai. Donc, l'aventure est claire, qui en tout cas, c'est une aventure que j'ai référée même en sachant qu'il y aurait eu le Covid le jour même. Et c'est une aventure qui a commencé, disons, de façon compliquée. Ceci dit, par nature, je cherche toujours de trouver des choses positives, même quand apparemment il n'y en a pas. Et je dois dire que dans ces mois de mars, où, entre parenthèses, moi j'étais monté à Paris pour rester 3 jours, je suis resté 6 semaines, parce que je ne pouvais plus rentrer, les frontières avaient été fermées. Et donc dans cette situation, que c'était un cauchemar, moi j'ai vécu presque au laboratoire, il y a eu quand même des choses positives, je pense. Et, par exemple, ça a été un moyen de connaître très bien les équipes. Les équipes qui pouvaient parfois venir au travail, on a dû gérer la présence, ils avaient vraiment envie de travailler, ils avaient vraiment envie de construire un nouveau chemin. Et donc, cela nous a formé quand même un esprit fort, qu'aujourd'hui, je ressens encore, okay? Entre moi, l'équipe d'Éclair et l'équipe de l'image retrouvée. Donc ça, c'est quand même, je pense, un aspect qui est positif. Après, moi, je pense que vous le savez, mais notre activité, en effet, n'est pas la post-production, c'est la restauration, c'est le patrimoine. Et donc, il faut dire qu'on avait beaucoup moins de contraintes en relation à mes collègues, parce que, disons, les ayants droit, avec les projets de restauration, ont beaucoup moins de contraintes financières derrière. Donc, ils ont pu, disons, suspendre certains projets. On imaginait qu'il y avait qu'un, parce que comme on a bien dit tout à l'heure, il restait une fenêtre possible de qu'un, donc ils nous demandaient d'avancer quand même, mais doucement. Voilà. Donc on avait, je pense, beaucoup moins de stress en relation à mes collègues du même secteur.
Ceci dit, on avait quand même intérêt à trouver des solutions parce qu'on n'aime pas rester en chômage partiel ou ne pas travailler. Et c'est là où on a pensé à des solutions. Pour être très honnête, toutes les solutions qu'on a pensées pour l'étalonnage à distance, j'ai regardé avec beaucoup de jalousie la présentation de Polisson. C'était une défaite totale, la nôtre. Donc, ça n'a pas marché du tout. Par contre, où on a pu faire un peu de choses, déjà, par exemple en Italie, où quand même la structure italienne est assez grande, parce que c'est quand même 80 personnes. Le cinéma est enfermé. On a déménagé les salles de la restauration image de la palette, on les a mis dans les salles de cinéma, parce que quand même on avait de la volumétrie. Et donc on a pu quand même continuer à travailler. Et pour la validation palette, en utilisant des plateformes, des applications, on a pu faire de la validation à distance, parce que il ne faut pas un moniteur très calibré pour voir s'il reste des rayures ou des pétouilles. Donc, on a quand même pu avancer. Et après, l'autre chose, c'est que bien que nous, on fait une restauration numérique, il ne faut pas oublier qu'on part de la pellicule. Et donc, on ne peut pas faire de la VPN sur la réparation d'une bobine ou d'un scan. Donc, pour réparer une bobine, pour scanner un film ou même pour développer ou tirer, il faut être en présence. On n'a pas le choix. Et donc là, on a dû s'inventer des choses. Par exemple, on pouvait quand même travailler dans le respect des numéros de personnes. Et donc, par exemple, on a divisé la journée en plusieurs shifts de travail, bien que d'habitude, on n'a pas besoin de ça. Mais au moins, comme ça, on pouvait scanner, on pouvait réparer, on pouvait essuyer les bobines. Et après, petit à petit, on a pu reprendre partiellement tout cela. Mais, comme ils ont bien dit mes collègues, tout ça, il faut être très honnête, je pense. Ce ne sont pas des solutions qu'on veut pérenniser ou qu'on peut pérenniser. C'est-à-dire qu'on fait ce métier parce qu'on aime bien on aime le cinéma, on aime le patrimoine, mais surtout on aime partager nos défis. Restaurer un film, c'est toujours un chemin, une aventure. Jamais facile, mais si on n'est pas ensemble, si on n'est pas autour pas d'une table, mais on n'est pas ensemble dans une salle d'étalonnage, on ne trouvera jamais de solution, parce que la communication à distance, ne marche pas. Enfin, c'est pas qu'elle ne marche pas, mais oui, non, ça ne fonctionne pas de la même chose, de la même façon. Et c'est très... Et donc, pour moi, en effet, nous, on avait vraiment hâte de retourner à la normalité. Ce que je pense nous a fait encore plus apprécier notre métier, par contre. Et surtout parce que, si vous voulez, surtout en Italie, l'imagine ritrovata, elle est très à l'international. Et donc, on a beaucoup souffert du Covid. Nous, on a aussi une filiale à Hong Kong. Et donc, le fait que je ne peux pas voyager, je ne peux pas voir les équipes, on ne peut pas aller voir les clients et tout ça, ça nous a créé assez de dégâts. Et par exemple, moi, je dis toujours une chose qui, c'est une blague, après on peut l'apprécier ou pas l'apprécier, mais moi, je dis toujours qu'un devis, il est signé toujours autour d'une table et jamais par Zoom. Et même dans les côtés, même dans les côtés marketing, c'est là, il a eu un impact. Voilà. Donc ça, c'est un peu notre approche avec le Covid. Après, même quand on a pu reprendre d'un point de vue partiel l'activité, notamment en France à partir de l'11 mai, et après on avait le problème qu'en salle d'étalonnage, on ne pouvait pas aller à 6 ou 7, par exemple. Déjà, il n'y a pas de fenêtres dans une salle d'étalonnage ou dans une salle de mixage. Donc déjà, tous les conseils sanitaires, ouvrez les fenêtres, ben, on ne peut pas trop. Donc, voilà, à salle d'étalonnage, 2 personnes. Alors que d'habitude, on vient pour validation, il y a quand même plusieurs personnes. Et côté de l'équipe, il y a l'étalonneur et le responsable des projets. Et donc, déjà là, il a fallu quand même faire des compromis. On les a fait avec plaisir, on pouvait quand même se rencontrer en présence, mais ce n'était pas du tout la même chose. Et même aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand il y a on doit être nombreux, il faut faire attention. Et après, il y a eu les cas de gérer des cas de Covid à l'intérieur du labo n'a pas été facile, mais j'imagine que ça, c'était un peu le cas pour tout le monde. Donc ça, c'est un peu
mon expérience en direct. Merci David. Y aurait-il des questions? Allez-y. Et juste en forme de boutade, est-ce que tu conseillerais donc à nos prochains confrères, à un de tes confrères au cas où il veuille déménager, de se confiner avec son personnel? Ça peut être une expérience, un reality show. Non, je dis ça parce que c'est qu'une demi-boutade, en fait, hein, puisque chacune de nos entreprises, ça rejoint un peu ce que Didier tout à l'heure expliquait sur le moral des gens, chacune de nos entreprises sont des petites entreprises et c'est des entreprises quasi familiales. Or, le moral, c'est vraiment important dans la capacité à, on dit manager ou driver, moi je déteste ce terme, mais je dirais plutôt faire famille, est très importante. Et ce que tu donnes, l'exemple que tu donnes, comme les questionnements de Technicolor à deux échelles différentes d'entreprise, prouve bien que c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille parce que, en fait, on ne tiendra pas les gens. Enfin, vous ne les tiendrez plus. Moi, je suis à la retraite désormais, mais s'il n'y a pas ça en numéro 1 dans la liste, ça rejoint le débat de ce matin où là, on parlait de tournage et où les techniciens qui ont tous beaucoup travaillé depuis 2 ans évoquaient leurs conditions qui étaient en gros de pire en pire, mais malheureusement pour eux, à chaque fois, ils relèvent le défi. À chaque fois, ils y arrivent. Donc la marche est encore peu plus haute la fois d'après. Donc je pense que c'est ce que tu as dit là, c'est aussi fondamental dans la façon dont les industries techniques auront à vivre. Parce que ce ne sont plus des industries. Il faut regarder la réalité en face. Ce ne sont plus des très grosses entreprises comme l'ont été Éclair, GTC, FTC. C'est des petits artisans spécialisés avec beaucoup de technicité. Et un artisan, c'est quelqu'un qui sait et qui construit une famille autour de lui, qui transmet le savoir-faire en fait. Et si on oublie ça, si on croit que parce que simplement on va investir dans un certain nombre de logiciels, on va résoudre ces problèmes, eh ben, chaque personne qui l'aura oublié va se casser la gueule. Donc je pense que par-delà toutes les aides que le CNC va essayer d'apporter, il y a cet aspect humain de formation qui doit être très très important. Donc qui doit être mis en avant parce que c'est pas simplement apprendre à faire de la ligne de code, c'est apprendre à faire de la ligne de code utile et tous ensemble. Et ça, on sait que pour ceux qui ont l'expérience de manager des équipes d'effets spéciaux, c'est pas si simple que ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je le partage. Merci beaucoup. Merci. Et donc, notre dernier interlocuteur pour cette table ronde est Rodolphe Chabrier, qui est le président de MacGuff. MacGuff qui est une société spécialisée dans les effets visuels et aussi l'animation via Illumination MacGuff. Alors oui, petite précision, il y a 2 sociétés maintenant. Il y a d'un côté MacGuff Canal Historique, c'est moi, et Illumination MacGuff qui est une société depuis 7-8 ans maintenant, qui est complètement indépendante. Donc MacGuff, on peut sans mettre le son, mettre justement pas préparer la démo derrière en image, ça fera des images qui sont juste la démo mais sans son. J'en profite pour montrer des images de ce qu'on fait. On est là pour faire de la pub un peu aussi. J'ai pas tout à fait le même discours que tout le monde. Donc MacGuff, on fait des effets visuels pour le cinéma. Il se trouve que justement le MacGuff Canal Historique, on est déjà éclaté à Paris puisqu'on a un bureau qui est dans le 15e, qui est le vaisseau amiral. On a un département qui s'appelle Small, qui est dans le 10e, lui. Et on a une société qui tourne bien aussi, qui s'appelle MacGuff Belgium. Les tous sont liés avec de la fibre noire rapide, etc. C'est-à-dire qu'on a déjà l'habitude d'interchanger, etc. On a aussi l'habitude de communiquer, pas forcément dans des réunions en présentiel, comme on dit, avec plein de gens, etc., qui souvent durent très longtemps. Donc j'ai une vision, moi je trouve que l'arrivée du Covid, le fait qu'on ait pensé du télétravail, on s'y était déjà habitué, on peut travailler super bien en gardant le côté humain. C'est-à-dire que je vois qu'on met en opposition le côté humain des gens avec le fait de travailler à distance et on ne se voit pas parce qu'on ne peut pas se serrer la pogne ou se faire la bise, mais on peut se marrer, avoir des relations extrêmement fluides pour peu qu'on ait un petit peu de bande passante et les bons outils. Se pose des problèmes de la sécurité, etc. Mais tous les outils existent déjà. Nous, quand le Covid est arrivé, ça a été la sidération, comment on va s'organiser. Mais ce qui était génial, c'est qu'avant, on avait eu les grèves, on avait eu les trucs. Et donc, on s'était déjà habitué avec tous les gens à faire travailler des gens à distance qui ne pouvaient plus voyager avec la RATP, la SNCF, etc. Donc, on était prêts tout de suite. Toutes les solutions, je ne vais pas revenir dessus, elles existent. Il y en a même des gratuites, des simples, qui sont peut-être un peu moins sécurisées encore qu'eux et acceptées, même si on n'est pas forcément TPN.
TPN, c'est le fait que les Américains nous font chier avec le fait qu'on a une sécurité diabolique à plein de niveaux, on règle de l'argent pour installer tout ça, mais ça se fait de manière très simple. Tout ça, c'est que du numérique, c'est pas lourd à gérer. Donc, historiquement, oui, alors c'est sûr que les projections avec la lumière sur l'écran, c'est bon, bah peu importe. Ouais. Donc, on est à MacGuff, on est en train de bosser, arrive ce truc, sidération. On renvoie tout le monde chez lui. Assez rapidement, plein de gens peuvent travailler à distance avec leur propre ordinateur. Alors, il faut comprendre pour ceux qui ne sont pas vraiment justes, c'est pas qu'on envoie des données chez eux, ils travaillent sur l'ordinateur, etc. Chez eux, ils ont besoin juste d'avoir un écran, une souris et un ordinateur à la con. Ça peut être n'importe quoi, un truc très léger. L'important, c'est qu'ils aient une bande passante parce que ce qu'ils voient, c'est ce qui se passe sur l'écran qui est à MacGuff et que l'information juste de la souris aille jusque-là et que l'écran arrive à leur donner une image suffisamment fluide avec un bon framerate. Mais honnêtement, maintenant, ça se fait bien. Et là, je dis cocorico en France parce que les emmerdements que peuvent avoir, j'imagine, les sociétés plus grosses qui ont de l'international, je pense qu'on est pas mal lotis en France en termes de débit et de coûts qu'on a à payer par rapport à des tas de pays, même très avancés. Par exemple, la fibre noire qu'on a, nous, quand on a voulu travailler avec la Belgique, ça fait longtemps qu'on l'a en place. En France, on était en fibre noire pour que dalle. Là, maintenant, être en fibre noire, en gros, c'est le tuyau de compétition. On ne voit pas la différence si on est à 2 mètres ou à l'endroit où on est. Avec la Belgique, ce n'était pas la même chose. C'était extrêmement plus cher parce que il se trouve qu'on paye l'Internet. On est habitué en France. On a de l'Internet qui est plutôt pas cher et de très bonne qualité en général. On parle pour les graphistes qui sont sortis. Après, il y a une spécificité à MacGuff qui était intéressante. C'est que c'est assez facile de travailler avec des seniors quand les gens sont à distance, des gens, des leads importants. Et on a plutôt, nous, tendance à travailler comme ça à MacGuff. On est plutôt avec des gens de haut niveau, des seniors, pas des médiums ou des juniors. C'est effectivement peut-être plus compliqué quand on doit gérer à distance plein de juniors, parce que là, tu as besoin d'avoir un suivi avec la table sur l'épaule, de vérifier ce qu'il fait, à quelle vitesse, donner des tas de conseils. Mais sans vouloir fliquer les gens, moi, depuis chez moi, depuis mon iPhone, depuis mon iPad, j'ai accès à tous les ordinateurs sur lesquels les gens bossent et on s'appelle. Des fois, le nombre de fois je suis là et je peux prendre la main à la souris. On a de la 4G super aussi en France, nickel. Et on peut communiquer avec des gens qui ont un petit problème avec un téléphone, un truc simple. Donc je pense globalement pour dire, c'est contrairement aux gens qui ont eu des mauvaises expériences ou pas, je pense qu'il y a un game changer entre le moment de l'arrivée du Covid. Le Covid a validé qu'on peut travailler à distance et qu'on peut travailler bien et que tous les outils qui vont pour ça sont intéressants. Je ne crois pas que c'est une solution de secours. Je pense que c'est une solution mixte qui va arriver à l'avenir de manière définitive. Ça a plein d'avantages aussi. Même auprès de l'écologie, c'est vachement important. Quand je travaille avec une graphiste senior, en qui j'ai confiance, non seulement, et c'est un vrai cas, hein, c'est des cas d'école, il y en a plein, elle a presque 3 heures, voire 2 heures et demie d'aller-retour en bagnole, enfin de se trimballer pour le faire sur le plan écologique. Mais surtout, quand elle bosse depuis chez elle, elle, par rapport à sa fatigue, son truc, etc., elle a 2 heures et demie tranquille devant elle pour bosser en plus. Comme la plupart des gens sont des passionnés qui bossent à MacGuff dans le cadre d'un senior, ils ont plutôt, moi je dirais qu'on a eu plutôt tendance à produire presque plus si on regarde la journée globalement avec ce cas de figure qu'avec le cas de figure où il vient, il se met en place, on discute, on repart. Il ne faut pas abuser, que les gens se mettent que à travailler. Bon, je pense que le risque principal, c'est ce qui m'est arrivé à moi. En gros, quand est arrivé le Covid, sidération, machin, tout s'arrête. Ça n'a pas duré longtemps parce que je vais l'expliquer pourquoi très rapidement derrière. On a fait on a bossé énormément en fait. Ça m'a donné une claque dans le truc. On était dans une forme de routine, toujours la tête dans le guidon, en avançant, etc. Il y a eu un arrêt où on a pensé les choses différemment, s'arrêter. Je me suis retrouvé chez moi avec mes trucs à distance. J'ai vu que c'était fluide pour communiquer. On a parlé entre nous. Le rapport avec les clients, même les réalisateurs. Même les réalisateurs, ils ne viennent moins à MacGuff, etc. Et il y en a plein, ils aiment bosser à MacGuff. C'est sympa de bosser à MacGuff. C'est pas une usine, même si c'est une boîte moyenne, quoi. On est ni des très gros, ni des très petits. Mais ça fonctionne avec eux, ça l'évite de se trimballer partout dans Paris, de venir, et on arrive à communiquer bien pour peu qu'on ait une bonne liaison. On voit les images, il faut qu'on puisse manipuler en symétrique les images et montrer des trucs à la souris, des petits détails comme ça, et ça devient très raisonnable de pouvoir gérer ce truc-là. Même avec des chefs opérateurs. Moi, je ne veux pas balancer, mais la plupart des chefs opérateurs, je vois bien qui valident les trucs à distance parce qu'ils ne sont pas en étalonnage forcément, qui peuvent y passer, etc. Le nombre de fois où ils valident des images qui viennent de l'étalo, qui viennent de chez nous, parce qu'ils ont un iPad dans lequel ils font confiance. Moi, j'étais le premier à aller dans des salles d'étalo avec des iPads de bon écran, s'il n'est pas pété, merdeux, etc., où je commençais à comparer mon iPad avec ce que je vois dans les détails. Bien sûr, ce n'est pas le détail extrêmement fin, mais c'est suffisamment. Je ne fais pas de la pub à Apple, j'arrête pas, c'est pareil pour d'autres systèmes. Et disons, sur certains écrans de qualité qui sont cool, on arrive à juger des choses. Moi, je fais des VFX, je ne fais pas de l'étalonnage.
Donc l'extrême petit détail de fin, effectivement, il faut être dans une salle, il faut travailler avec les gens, discuter. Mais le gros des troupes, on peut le faire à distance sans que ça pose même un problème de perte d'information. Évidemment, après se pose le problème de la sécurité. Bon, bah, ça, c'est à gérer. Se posent les problèmes. Alors, je suis un peu brouillon, mais c'est toujours comme ça. Mais ce qu'on sort, c'est propre, hein, je vous assure. Les problèmes qu'on découvre, c'est que oui, voilà, c'est que ça marche de travailler à distance avec des gens. Et du coup, si ça marche avec le mec qui a 3 pâtés de maison de chez moi parce qu'il n'est pas à la boîte à cause du Covid, ça marche aussi bien avec un mec qui est à l'autre bout du monde et ça va poser des problèmes, comme on disait tout à l'heure, de fiscalité, etc. Parce que du coup, on a accès à des tas de talents partout dans le monde entier. Le Covid a permis aussi à faire des boîtes qui sont à Toulouse, qui sont à machin, à prendre une importance et à prouver qu'elles peuvent largement travailler à distance. À partir du moment où on n'est pas à se taper la main sur l'épaule, qu'on soit à Hong Kong, qu'on soit à Toulouse ou qu'on soit à l'autre bout de Paris, c'est la même logique au débit près qu'on peut avoir. Mais le débit, il n'est pas lié à la distance, il est lié au système, comment les trucs sont équipés. Donc bref, vague of sidération, machin, on se démerde. Après, les gens reviennent petit à petit, on fait gaffe comme tout le monde avec les gestes barrières, les jauges. Et on a eu en fait du boulot très vite. Premièrement parce qu'on a Arsène Lupin à l'époque qui a continué de tourner, donc on a fait du tournage, il n'y a pas eu de problème. Les gens étaient extrêmement scrupuleux en termes de tournage et on a fabriqué en même temps. Et puis surtout, ensuite, en même temps, on a fait un film Covid. C'est carrément le Covid qui nous a donné du boulot. Parce que Netflix et les plateformes, on voit bien que c'est un des grands sujets, c'est qu'arrivent les plateformes qui ont besoin de vachement de monde. Parce qu'en plus, le Covid génère que tout le monde est en train de regarder Netflix, donc ça génère plutôt encore plus de boulot, Netflix ou les autres, encore plus de boulot, donc ils auront encore plus de demandes. Et donc, par exemple, quand je dis qu'on a un film Covid, avec Alexandre Aja, on a fait O2, Oxygène, ça s'appelle au final, et il a été décidé parce que c'était un scénario avec un seul personnage, mono studio, puisque tout se passe, enfin je ne veux pas vous spoiler si vous n'avez pas vu le film, mais tout se passe dans 4 mètres carrés, et par contre il y a beaucoup de post-prod derrière. Donc c'est un film qui est parti en tournage en 3 semaines, en validation économique, etc., parce qu'on pouvait le tourner pendant le Covid, avec plein de post-prod derrière. On est parti en post-prod, et en plein Covid, ils nous ont même demandé de finir encore plus tôt, 2 mois avant le truc, en plein Covid. Et on y est arrivé. Bah, par exemple, on peut envoyer la bande démo d'O2 pour voir comme ça fait des images. O2, donc. S'il y a du son, vous pouvez le mettre, je sais pas. Ah, c'était pas O2 que j'avais dit en premier? Bah si, c'est ce qu'on avait dit. Alors. Ah bah alors les gars. Ouais, donc un point vachement important, je suis bavard et je vais vite, mais le fait qu'on ait eu un break, un changement de paradigme, une autre façon de voir les choses, moi en tant que patron, de me retrouver aussi plus souvent chez moi, voir les trucs à distance, réfléchir et arrêter cette course effrénée où on est tout le temps le nez dans le guidon, inventer des tas de trucs, ça m'a permis de revenir sur une danseuse que j'avais depuis 1 ou 2 ans. On a eu un César de ça l'année dernière pour se faire mousser un peu. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. J'arrêtais pas d'y penser par rapport. Bon, ça c'est voilà. On va regarder O2 tranquille. Bon, je peux parler par-dessus. Donc ça, c'était un film Covid. Ce qui était intéressant, c'est qu'il est issu, c'est un film Covid, quoi. Et il a été fabriqué après. On n'a pas eu de problème particulier. C'est lourd, hein. Il y a beaucoup de plans, hein. C'était, en gros, c'est faire un gros film de SF, un Marvel avec des budgets Covid aussi, hein. Mais bon, c'était pas rien non plus. Et ça nous a aussi vachement rassuré d'avoir cette prod-là qui tombe. Merci les plateformes. J'adore le cinéma, mais je ne critique pas les plateformes non plus. Je pense qu'ils nous amènent énormément de boulot, que c'est comme ça maintenant et qui représente une part importante sur l'arrivée de la France, avec des niveaux de qualité et des demandes et des jeux de contraintes qui ne sont pas tellement plus élevés qu'en cinéma. C'est pas vrai qu'ils veulent être super mainstream, etc. Parallèlement à ça, donc, ce que je disais, c'est que le changement de paradigme nous a fait accélérer sur un domaine qui est vachement important, et ce que je pense qui est l'avenir, c'est l'intelligence artificielle.
Je pense que globalement, l'intelligence artificielle va globalement, le deep learning, va globalement changer la donne pour tous les métiers qui sont là, que ce soit pour les gens qui prennent du son, pour les gens qui font de la restauration, évidemment, pour absolument tous les métiers. Ça ne va pas remplacer les moyens habituels de faire des effets visuels, mais petit à petit, ça va aider à en faire. Et je dirais même pas à long terme, à moyen terme, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Le Covid nous a permis, de me lancer là-dedans, à fond les ballons, de vérifier, de parler, de faire des tests et d'avancer. Je vous passe les détails. Et du coup, en utilisant ça, à MacGuff, on a développé un truc qui s'appelle Face Engine pour travailler les visages. Mais plus tard, on va faire Body Engine, le corps entier, ensuite Global Engine, les décors en entier. Les premières visions que vous avez vues sur le bureau des légendes, c'était déjà des outils comme ça qui nous permettaient de faire des rajeunissements. On peut lancer, par exemple, là, la bande démo dite HDT, Hôtel du Temps. C'est un projet, ça c'est d'image que vous n'auriez pas vu tellement. Il y a un petit teaser qui a été balancé par des émissions que Thierry Ardisson va faire. C'est un exemple de choses qu'on peut faire avec le Jean Gabin que vous avez à droite, évidemment, n'existe pas. Et le Ardisson rajeuni sont faits numériquement. Ce qui est intéressant avec ce genre de technique, c'est que contrairement aux méthodes habituelles, où on va travailler avec plein de petites mains, on va passer vachement de temps avec une granularité fine pour aller de comment la lumière fonctionne, comment on modélise, comment les muscles fonctionnent, pour arriver à fabriquer un humain réaliste. Là, c'est le contraire. On ne part pas du micro-détail pour arriver à un résultat, on parle de données réelles, de la vraie vie, pour arriver à un résultat. Bon, on ne va pas faire un cours là-dessus, mais ça permet de fonctionner ce truc-là. Donc, on a mis un gros accélérateur là-dessus, on a développé des outils, et il se trouve que par rapport à la manière de faire des images, c'est assez révolutionnaire aussi parce que ça se prête encore plus, si on veut faire des petites apartés, à cette histoire de télétravail ou de choses à distance, parce que bizarrement, on utilise moins d'outils je veux dire physiques, comme un stylet pour dessiner, travailler, le travail à la main, mais plus on fait travailler encore plus le cerveau, comment les choses fonctionnent, qu'est-ce qu'on peut mélanger, et c'est pas que du code. Bien sûr qu'il y a du développement et qu'on développe des choses pour que ce soit raisonnable. Ce que MacGuff est capable de faire là, c'est qu'on le fait dans des résolutions broadcast de qualité très grande, ce qui jusqu'à maintenant on pensait que c'était des petites conneries réservées pour les smartphones avec des looks approximatifs. Mais ça permet de travailler l'image en général en ayant encore moins besoin de choses physiques ou de se déplacer bizarrement. Donc ça, c'était des exemples de ce qu'on a fabriqué, ce qui a fait qu'on a mis un gros coup de booster sur l'intelligence artificielle, le deep learning, les réseaux GAN en particulier. Je remercie la CST pour être ici aussi, mais au niveau du cinéma, le CNC, on a réussi à gagner pour le choc de modernité, on a été sélectionné aussi pour continuer à développer ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment l'avenir, pas seulement en remplacement des techniques habituelles, mais en appoint. Je vous passerai les détails de tout ça. Mais ça, c'est aussi un enfant du Covid quelque part, parce que je pense que la rupture, la sidération, le changement de façon de voir les choses au moment où est arrivé le Covid, j'aurais pas mis un coup d'accélérateur à ce point-là, à ce moment-là, même si on avait commencé. C'est bien à un moment donné de se casser la gueule en plein dans une course, parce que tu te redresses et tu as quelques secondes pour regarder autour de toi et te dire je suis là, qu'est-ce que je fous? Et ça, c'est intéressant. Pendant le Covid aussi, l'histoire de Cannes, etc., on a continué à avancer, on s'en est sorti. Bon, c'était avec les différentes vagues, c'était moins compliqué, mais on a réussi à le gérer bien. On peut envoyer la démo de Titan, par exemple. On est très fiers d'avoir fabriqué le film de Titan, qui a remporté la Palme d'Or à Cannes. C'est pas une bande exhaustive, c'était plus un exemple qu'on avait mis pour là travailler sur tout ce qui était le rapport au corps et des choses qui sont très simples comme les cleans, bon, il y a bébé en 3D aussi, enfin d'autres types d'exemples. Ça paraît être des micro-détails, mais l'avenir de notre métier, c'est à mon avis d'être de plus en plus fluide, de plus en plus simple et de plus en plus, de ne pas sortir des usines à gaz et de plus raisonner en secondes d'animation qu'on fait pour le cinéma, mais de travailler presque des idées de flux. Par exemple, les images que je vous ai montrées avant sur les émissions d'Ardisson qui sortiront dans quelques mois, puisqu'on va faire d'autres personnages avant, on n'a pas fait 10 ou 20 secondes ou 15 plans qui se courent après. Il y a 45 minutes de visages qui sont faits à ce niveau-là de réalisme.
Et la suite du cinéma, de travailler, il faut qu'on passe à une étape où c'est inhumain d'arriver à faire des durées pareilles. C'est pour ça que l'intelligence artificielle permettra de le faire. Mais c'est un changement de paradigme, un changement de façon de voir les choses. Et encore une fois, là, c'était pour la partie, qu'est-ce que ça sera le futur de notre boulot? Et ben, ça, c'est un des futurs possibles et importants, moi, je pense. C'est sûr que le type de talent dont on aura besoin soit un peu différent, mais ne vous y trompez pas. Ce qui ressemble le plus quand on fait de l'intelligence artificielle, ce n'est pas un truc de développeur et de technicien. C'est l'analogie la plus intéressante à faire, c'est comme un cuisinier. Un cuisinier qui a sa cuisine, il a plein de gens, il a des outils. On prend des éléments, c'est les datasets, on les rentre dans le four, on les fait chauffer 5 minutes pour qu'ils croustillent, on les remet devant, on les déglace, on met de l'eau. Ah merde, le truc il devient tout pourri parce que j'ai mis trop de sel. On recommence, on fait ses essais. Donc c'est éminemment artistique et une question de feeling. Après, derrière, il y a des outils qui peuvent y avoir bien, mais c'est génial parce que c'est comme si on avait des dizaines de petits esclaves. Là, le bébé est full 3D hein, depuis le début dans la main, etc. Donc on est capable en France. Titan n'est pas un film avec un gros budget au départ. Hein. Je suis super content qu'il soit arrivé avec la Palme d'Or, mais c'est plutôt un petit film. Donc MacGuff, quand on a fait ces choses-là, on les a fait à des coûts tout à fait raisonnables. Pendant, encore une fois, les périodes Covid, qu'est-ce que j'avais aussi Bon, bah, voilà, peut-être que je suis déjà au bout de 20 minutes. Il faut m'arrêter, les gars, parce que je peux vous faire 2 heures. Hein. Donc voilà. Ah, oui. Je vous remercie, c'est une présentation fondatrice et dont on reparlera dans toutes les réunions CST à venir. Ça ouvre un débat fantastique. Je vais vous poser une question. Pensez-vous qu'il y aura encore des caméras pour faire du cinéma dans les 10 ans à venir? Alors, premier point, je pense que c'est bien de raisonner à 10 ans et pas de se dire dans 50 ans ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui arriveront beaucoup plus vite. Je pense que, et on le sait depuis longtemps, on disait ça entre le jeu vidéo et le cinéma, de mélanger tous les trucs. Il y a l'aspect technique et l'aspect diffusion. L'expérience d'être tous ensemble dans une salle de cinéma, c'est une chose. Est-ce qu'il y a des caméras encore dans les 10 ans qui viennent? Non, je pense, moi, mais je peux me gourer, ça peut aller, à mon avis, plus vite que ce que je pense. Mais dans les 10 ans qui viennent, on va faire de la captation plus que du filmage avec une décision de cadre au départ. Sur le plan technique, on a tout ce qu'il faut, mais c'est un autre sujet. Et en plus, maintenant, lié avec ce qu'on sait faire en intelligence artificielle, ça devient beaucoup plus... Actuellement, on sait scanner la pièce à 360 degrés en même temps sans trop de problèmes. C'est juste des problèmes de résolution, etc. Ces problèmes, c'est-à-dire quand je dis scanner, c'est-à-dire que vous avez un lidar 360 en réel là, vous avez le mouvement de tout le monde qui bouge. J'ai une appli sur mon iPhone en utilisant le lidar où je filme et j'ai un nuage de points de gens qui sont en train de bouger. Évidemment, je n'ai pas le derrière quand je tourne autour, mais je peux les bouger en 3D à 30 voire 60 images par seconde, ce qui marche très bien. Donc on exagère un peu ça. Donc on captera la pièce, on demandera à des comédiens de jouer comme au théâtre, mais un théâtre comme dans la vie, quoi. Et on capte tout. Et après, un réalisateur, comme il y a eu la post-production, le montage virtuel après, on fera un filmage virtuel. Mais on l'a déjà fait avec Gaspard Noé, on l'a fait. On a déjà filmé des choses au fisheye sur certains films. On a fait un truc entier qu'on a recadré, resserré, où on refilmait nos écrans pour avoir le cadrage qu'on veut. Donc oui, c'est possible techniquement qu'il n'y ait plus de caméra, qu'il n'y ait plus de prise de son. Pour l'instant, c'est la résolution, la définition, le nombre de données qu'on veut faire. Mais on voit bien que la loi de Moore, elle continue de courir malgré toutes les prédictions. Qu'on descend en nanomètres, machin, et puis quand on y arrivera que plus à descendre à l'atome fini, on travaille par couche et le problème est résolu. Enfin bref. Je pense qu'on est à la croisée des chemins, qu'il y a énormément de choses qui vont changer, mais totalement dans plein de domaines. L'arrivée de l'intelligence artificielle, pour donner un exemple, par exemple, fait que si je fais de la captation avec juste 4 caméras ici, c'est assez pourri, ça marche bien à 80%, mais tu ne peux pas faire un film de cinéma et te trimballer en 3D dedans. Sauf avec l'arrivée des systèmes de deep learning, où alimenter les modèles avec suffisamment de données au départ permet de boucher les trous. Et donc, les techniques conventionnelles de photogrammétrie cumulées avec de l'intelligence artificielle font qu'on va pouvoir sortir des images incroyables. En gros, ce que je suis en train de dire, là, ce que MacGuff est capable de faire avec Jean Gabin, on sera capable de le faire avec tous. C'est l'idée de Global Engine à terme. On est une petite boîte, on n'a pas des moyens. Merci le CNC de nous aider. On a beaucoup investi, nous, sur des trucs, mais les besoins, les compétences, l'imagination et le savoir-faire qu'il y a demandent des ressources immenses.
Alors, je sais que notre président dit, ouais, l'intelligence artificielle, il faut y aller, c'est bien, etc. Mais j'ai bien peur que les Américains et surtout les Chinois aient une très grande longueur d'avance. Pour l'image aussi, quoi. Mais on se bat, hein, c'est rigolo. En plus, moi, MacGuff a 35 ans. Le truc est génial. Quand on a commencé, j'étais connu pour être super enthousiaste, faire des trucs. C'est pour ça que ça marchait alors qu'on savait rien faire, parce qu'on inventait des trucs. Il n'y avait rien qui marchait, on essayait tout. Mais cette énergie-là, ce jeu de recherche, c'était super exaltant. Après, on a avancé, on commençait à se faire un peu chier, la 3D commençait à marchoter, etc. Pif, on a inventé le morphing. Quand je dis on, globalement, mais MacGuff était bien placé aussi. Et là, il y a de la recherche, des trucs, c'était le bordel, puis des grosses boîtes arrivent à le faire, ça faisait un truc. Après, on a eu le relief. Mais là, moi, ça fait 10 ans qu'on ne s'amuse pas tellement. Ce n'est que de faire des choses encore plus réalistes, qu'on puisse en mettre encore plus d'images, faire des Marvel avec des millions de polygones dans tous les sens, des scènes super lourdes, ce qui est intéressant. Mais globalement, il ne s'est rien passé de si intéressant, de si excitant, de si nouveau, de trucs qui nous mettent en danger que l'arrivée maintenant de ce nouveau changement de paradigme qu'est l'intelligence artificielle. Mais ça reste de l'image et ça reste bosser avec les gens. Mais globalement, voilà, le Covid nous a permis d'accélérer un peu ça. Et enfin, je suis à peu près, sinon je suis d'accord avec un peu tout le monde, toutes les problématiques, les choses à gérer. Je dis juste qu'il y a un avant et un après. Parce qu'on a montré qu'on pouvait utiliser des outils, là je change, c'est plus l'intelligence artificielle, mais de travailler avec des tas de gens à distance. Et voilà, c'est une forme de mondialisation, mais qui peut être sympa. C'est vachement bien de bosser avec un mec à Bucarest ou pas. Après, fiscalement, ça pose des problèmes monstrueux, mais voilà quoi. Non, non, mais c'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Rodolphe? Oui. C'est pas vraiment une question, mais je voulais rebondir sur un sujet qu'on n'a pas abordé, à mon avis. On aurait dû en parler un peu, c'est le sujet de l'écologie. Nous, on a un peu le bilan inverse de notre côté, finalement, parce qu'on va monopoliser 2 studios. Alors, quand il s'agit d'économiser un trajet en avion, peut-être que ça devient positif, mais nous, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on va se rendre compte que c'est 2 salles d'étalonnage, 2 auditoriums qui tournent avec une consommation électrique un peu. Parce que c'est pas vraiment du télétravail, là, c'est de l'ubiquité que vous faites et que vous êtes obligé de faire. Nous, dans le cadre des talents qui peuvent travailler, il n'y a pas de ressources en plus qui sont demandées, puisque de toute façon, on fait même pas ça. Ils peuvent bosser à distance. Il faut qu'ils aient un écran cool, mais ils peuvent bosser avec le Mac qu'ils ont habituellement, avec leur réseau qu'ils ont habituellement. Il n'y a pas de surcharge. Il y a de l'énergie dépensée en moins. Et même un petit point de détail, c'est un dada parce que c'est le sujet du jour, enfin de l'année et du mois au niveau de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle demande un type de calcul qui est plutôt basé en GPU, c'est-à-dire que ça utilise des cartes graphiques qui sont monstrueusement énergivores. Donc on pourrait dire, merde, ouais, c'est bien beau, mais ça dépense encore plus d'énergie globalement. Sauf qu'il faut regarder the big picture. Pour faire la même chose, si je dois faire 50 minutes de Jean Gabin comme ça, disons avec des gros moyens à la ILM, avec des mecs en 3D, les postes de travail, les temps de calcul qu'il faut faire, d'accord, ça nécessite de manière conventionnelle du CPU, mais qui est 100 fois plus, qui demandera 100 fois plus énergivore que ce que j'ai utilisé avec mes cartes graphiques balèzes, mais pour fabriquer le truc. Donc, à la fois moi je suis plutôt optimiste de vue, je dis juste c'est des outils en plus, et que selon les gens, ce que je veux dire c'est que je ne pense pas que c'est inhumain, il y a moins d'humanité quand on bosse à distance. Mon point de vue c'est qu'on va faire moite-moite, et que ça serait bien, et que ça permet d'ouvrir, c'est juste une ouverture de plus dans notre petit couteau suisse numérique de ce qu'on peut faire. Et de toute façon, franchement, personne ne peut vraiment connaître l'avenir très sérieusement. On verra bien, mais nous, on saute sur tout ce qui bouge. Moi, j'aime bien la nouveauté, quoi. Tout changement est positif pour moi. Sur le télétravail, finalement, il y a quand même une machine de calcul qui reste en plus. Non, pas en plus. C'est la même, puisque le mec, simplement, il aurait été assis devant sa machine. Il y a sa machine à lui en plus. Quoi. Pardon? Mais non, mais ce qu'il a chez lui, c'est un petit Mac, c'est un truc qui consomme rien. Je ne suis pas sûr que ça soit complètement plus écologique, en fait. C'est ça ma question, en fait. Parce qu'il y a quand même la station de travail qui reste. Non, regarde. De mon point de vue, par rapport à l'écologie, soit tout va bien, le mec est à MacGuff devant sa machine. La machine numéro 1, il a sa machine. Chez lui, il a un Mac. Ou il a son Mac à lui, ces trucs. S'il n'est pas en train d'être, peut-être pas en train d'utiliser pendant qu'il bosse, encore que son fils va faire des jeux vidéo, enfin, je sais pas. Le seul truc qu'il y a en plus, c'est que il aura son ordi sur place, mais moi, c'est plutôt comme la partie low cost, c'est-à-dire que le gars, il n'a pas un autre écran, une grosse machine, il n'a que son PC. Je suis désolé, je fais du Apple, je ne fais pas exprès, les gars. Mais bon, il a que son ordi en plus, quoi, la consommation de ça, qu'il n'aurait pas s'il était devant sa machine. Mais ça représente que dalle, ça.
je veux dire, entre les machines qui a MacGuff et le mec qui a son portable ouvert et qui fait tourner des trucs, je t'assure que c'est sans commune mesure. C'est la carte graphique, en gros, qui tire sur un ordi à fond les ballons. Hein. Le réseau, après, c'est le même. Tout le reste, c'est pareil. Voilà. Non, mais justement, enfin, sur la partie écologique, il faut aussi voir le fait que la personne n'est pas à se déplacer et que c'est que non seulement le coût direct, mais le coût d'infrastructure. C'est-à-dire qu'on est dans des mégalopoles sur lesquels le coût de construction d'infrastructures devient absolument gigantesque. Ouais. Hein, c'est comme on fait des autoroutes qui remplissent des voitures. Plus il y a de voitures, plus il y a besoin d'autoroutes. Enfin, bon, ça tient pas la route. Donc il faut penser aussi cette question de coût d'infrastructure, de coût d'infrastructure, de coût du déplacement. La deuxième chose, c'est que notre avis, c'est que le progrès technologique, modèle l'intelligence artificielle, mais aussi le temps réel, la combinaison des outils du game et des outils purement vidéo de notre industrie, la combinaison des deux, c'est qu'on va gagner aussi pas mal de temps. Donc, comme l'a dit Rodolphe, tout est lié. Même les multivers viennent jouer un truc. Pas les multivers, oui. Donc comment s'appelle ça et donc on se retrouve dans une logique où je pense effectivement que l'avenir, ça va être quelque chose qui est un peu mixte, où les gens vont venir, et il va falloir imaginer comment, par contre, on optimise l'infrastructure pour permettre ce mixte. Parce que là, c'est là où ça devient un tout petit peu plus compliqué. Bien sûr. Moi, j'ai une question. Mais sinon, il y a une économie quand même. Moi, j'ai quand même une question. Est-ce que il ne s'agit pas forcément d'opposer deux types de travaux, mais surtout, à mon avis, il y a des étapes qui peuvent se faire comme ça, d'autres beaucoup moins. O2, que tu as présenté tout à l'heure, a été mixé dans un auditorium Dolby Atmos, je crois en premier lieu au Atmos, a fini en Atmos Cinéma, donc quelque chose d'imposant. Est-ce qu'il n'y a pas finalement des étapes qui sont tout à fait jouables en télétravail et des choses qui le sont beaucoup moins mais on est parfaitement raccord. Parce que mon point de vue, c'est que j'ai l'impression que toutes les étapes sont faisables dans l'un et dans l'autre et que l'avenir, c'est justement de se laisser les libertés en fonction. Si on veut remettre de l'humain, non, mais des projets et même des circonstances. Un des trucs humains, je sais qu'on en a déjà parlé, moi j'ai eu une grande défection de gens qui pendant le Covid, ont été stressés, machin, etc., et qui ont décidé de changer leur vie et d'aller vivre dans des endroits plus cool, dans un truc. Là, ils avaient le choix, ils abandonnaient tout, soit ils pouvaient continuer à bosser et mixer les deux. Et c'est le cas, c'est ce qui se passe. Et moi, j'ai des directeurs de production importants. On s'est dit, putain, là, c'est galère, tu peux pas dans le truc, qui font tout à distance, qui viennent dans les trucs, et on se rend compte que ça marche. Alors, Philippe Sonrier, mon associé, va pas être content parce que lui, il a plutôt envie de voir les gens, de le faire. Moi, je pense que c'est cool parce que je suis un geek et que ça me dérange pas de faire des visios sur un téléphone, de passer d'un truc à l'autre. On n'a pas un seul réseau social, on a 50, là, je sais même plus quand les mecs avaient, je t'ai appelé, mais sur lequel j'en ai 12, tu vois. Mais c'est rigolo. Ouais, nous, à l'inverse, on a eu des réalisateurs qui nous ont vraiment supplié de revenir, quoi. Enfin, il faut pas. Non, je sais, mais il faut pas. En plus, je pense que la présence, le jeu au son, le jeu de gérer un comédien, tu vois, par exemple, pour des enregistrements, c'est quelque chose qui est extrêmement subtil et qui là perd. Je pense que c'est plus compliqué pour toi que pour moi, franchement. Et bien sûr que c'est pas en opposition ces systèmes. Le télétravail, l'intelligence artificielle, la méthode conventionnelle de travail, c'est pas des choses qui rentrent en conflit. C'est des paradigmes qui peuvent se noyer les uns dans les autres. Par exemple, tu disais le mec il a sa fenêtre et puis à la fenêtre, quand il fait son enregistrement, il l'a pas fermé, tu as des sons parasites. Eh ben, tout est lié. Une intelligence artificielle chiadée va pouvoir te supprimer ce son-là de manière nickel, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, et faire que ton enregistrement soit d'une qualité qui soit compatible avec ce que tu as besoin de le faire derrière. Donc du coup, ça rend compatible le fait que tu peux faire des enregistrements à distance. Ce qui est le truc que tu peux pas faire, c'est que ton réalisateur soit à côté, lui donner une intonation, lui donner des choses, encore qu'en vidéo tu peux le faire, mais là déboule encore d'autres concepts, les méta-univers virtuels, etc. Moi, je suis aussi un fan. Small, ça fait de la réalité virtuelle. J'ai fait avec Yann Kounen, on a regardé des films, des images ensemble. Il était chez lui dans un casque. Et ben, c'est encore une autre expérience qui est géniale, qui est jouable, que de faire une visio où tu es comme ça devant le truc, où on se voit ensemble. Il peut marcher, montrer des trucs. Enfin, l'avenir est génial. Il y a des tas de choses à faire. Ouais, mais et on bricole, on improvise, on invente. Je dis juste, il ne faut pas se fermer des portes. Moi, je suis un ennemi du bon vieux temps. Je pense qu'on a des biais qui font que l'habitude nous engendre des biais de comportement
qu'il faut savoir prendre un peu de recul. Donc c'est là-dessus que nous allons conclure cette table ronde pour passer la parole à la table ronde suivante. Merci en tout cas à tous nos intervenants d'avoir pris du temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Merci beaucoup.